Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Saint-Nicolas de la part de l'administration communale. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne, ainsi que le conseiller régional Eric Lavie qui est ici avec nous. Nous voilà cette année aussi au traditionnel rendez-vous avec la conférence annuelle du Centre d'études franco-provençales. Je profite de l'occasion pour remercier encore une fois le président du centre, Bruno Zanivan, la directrice Christiane Dunoyer, le bureau de présidence et tous les bénévoles pour l'importante activité qu'ils poursuivent avec constance et enthousiasme. Je profite de l'occasion aussi pour renouveler la disponibilité de l'administration communale à collaborer et nous souhaitons pouvoir un jour voir le siège du centre à nouveau ouvert au public. Cette administration croit fermement dans le centre d'études qui est atout et symbole de Saint-Nicolas. Dans les premiers mois de cette année, nous avons participé en tant que commune à un avis du ministère de la Culture dans le cadre du plan national pour la relance et la résilience qui visait à l'essor culturel et social des petits bourgs. Pour rédiger le projet, nous avons collaboré avec le centre d'études qui était bien sûr le point fixe et moteur de notre planification. Nous savions que c'était difficile, nous n'avions pas eu de la chance, mais nous ne manquerons pas de participer s'il y aura d'autres occasions. Mais le programme de cette journée est très riche. Je ne veux pas voler trop de temps au relateur. Je vous souhaite donc un bon travail, une bonne journée ici à Saint-Nicolas et je passe la parole à Bruno Zanivan, président du centre d'études. Merci au syndic de Saint-Nicolas. De ma part, je souhaite la bienvenue à tous les participants, les chercheurs, les scientifiques, donc, les curieux et les passionnés du thème, surtout du franco-provençal. Je crois que le moment de la conférence annuelle est un moment comme on dit, on termine une année avec un moment scientifiquement haut. Et donc c'est important et je dois remercier avant tout la commune de Saint-Nicolas qui nous accueille dans ces locaux parce que, comme a dit le syndic, on n'a pas la disponibilité de notre siège. Et de l'autre côté, surtout Christiane Dunoyer, notre directrice, qui est infatigable, sans s'arrêter, continue à travailler et pour mettre à bon terme cette conférence et pas seulement. Le travail qu'elle fait est vraiment très, très important. Donc je ne sais pas que dire parce que le thème est très, très particulier. Donc je suis curieux d'entendre ce qu'en sortira dans cette journée. Merci à tous et bon travail. Merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je m'associe aux paroles de remerciement de Marlène et de Bruno, que je remercie à mon tour pour le travail d'équipe excellent. Ils sont toujours à côté et toujours prêts à intervenir pour mener à bien tout ce qu'on fait. Et c'est un vrai plaisir d'être là aujourd'hui à l'occasion de ce colloque qui est en quelque sorte la concrétisation d'un rêve personnel, on peut le dire. J'ai commencé à réfléchir aux représentations de l'espace vers 2015, lorsque j'ai pris conscience de certaines particularités à l'intérieur du franco-provençal, après avoir accumulé de nombreuses observations faites dans des contextes très différents. Et je remercie à ce propos le laboratoire dynamique du langage, sa directrice Aneta Copexa et toute l'équipe, et l'ancienne directrice qui nous a fait l'honneur d'être ici avec nous, pour nous avoir supportés dans ce projet.
Ce colloque marque une étape importante dans notre travail de recherche et j'espère le début de nouvelles recherches. J'en viens donc à l'espace. L'espace est une des catégories fondamentales de la pensée. Bien qu'il existe d'importantes variations entre les différents groupes linguistiques à travers le monde, on peut tout de même observer dans différentes langues l'omniprésence de l'observateur-locuteur dans sa façon d'exprimer les relations spatiales. L'observateur-locuteur évolue dans un espace doté de caractéristiques géomorphologiques données et travaillé physiquement et culturellement par les communautés qui l'habitent jusqu'à devenir un territoire. La langue propre à chaque communauté humaine sert, entre autres, à exprimer sa relation à l'espace environnant. L'étude des pratiques et des représentations liées aux aspects géophysiques et anthropiques, y compris dans ses manifestations langagières, nous permet d'analyser la relation de l'homme à l'espace dans ses aspects aussi bien fonctionnels que symboliques. Les humains parlent de l'espace et nomment l'espace. Quand on dit nommer l'espace, évidemment, nous pensons à la toponymie qui a été bien étudiée en Vallée d'Ost depuis il s'agit de l'un des premiers travaux dont le centre s'est fait le promoteur, l'enquête toponymique du Val d'Ost. D'autres régions des Alpes ont été aussi très bien fouillées. D'autres régions du monde l'ont été également. Et on peut dire que les études sur la toponymie se sont développées au cours de ces dernières décennies, un peu partout, si bien que des territoires entiers sont presque entièrement cartographiés avec les noms des petites parcelles agricoles, les torrents, les sentiers. Des études linguistiques ont suivi ces opérations de collectage et s'interrogent sur l'étymologie des toponymes, par exemple, sur les changements qui s'opèrent dans leur dénomination, lorsque une succession de dénominations différentes, par exemple, peut être observée, notamment par le biais des phénomènes de motivation et après de remotivation. Le toponyme peut ainsi nous renseigner sur le point de vue de celui qui nomme un certain lieu. Et il peut aussi nous renseigner, mais ce n'est pas automatique, sur la relation que cet observateur-locuteur entretient avec un certain territoire. Parce que le toponyme peut exprimer, par exemple, le point de vue de celui qui nomme un certain lieu. Et on est là au niveau très souvent de l'expression statique d'un point. C'est-à-dire qu'on nomme un point, mais on ne nous dit pas comment arriver à ce point. Quand on s'attache à l'analyse de comment les communautés expriment le mouvement vers un certain point, donc un trajet, un mouvement entre un point A et un point B, tout se complique. Parce que le mouvement implique beaucoup d'autres notions, la distance, la direction, l'orientation, etc. Et l'analyse de la déixis spatiale nous offre de nombreuses réponses à ces questions. Des études plus approfondies sont ainsi à préconiser, parce que beaucoup de choses sont encore à analyser dans tout ce qui est dimension culturelle et processus cognitifs à l'intérieur de la triade langue, locuteur, territoire. Il est important de souligner que toutes les langues peuvent exprimer l'ensemble des relations spatiales, mais il y a des modalités différentes qui caractérisent les différents groupes linguistiques et culturels. Et au cours de la journée, nous aborderons les fameux frames of reference analysés par Stephen Levinson qui permettent de définir les différences fondamentales dans le processus de construction d'une relation à l'espace de la part des différentes communautés humaines. Et nous arrivons au franco-provençal. Le franco-provençal, en tant que langue fortement territorialisée, donc ancrée à un certain territoire spécifique sur lequel elle est née et sur lequel elle s'est transmise au fil des générations,
Donc le franco-provençal offre des perspectives de recherche très intéressantes. En effet, contrairement aux langues de grande diffusion, dont la relation au territoire a été profondément modifiée par les évolutions politiques, économiques, sociales et démographiques, le franco-provençal est pratiqué presque essentiellement à l'intérieur du territoire où il s'est implanté depuis des siècles et reflète dans une certaine mesure les relations que ses locuteurs entretiennent avec l'espace habité. D'où l'intérêt d'analyser les mécanismes tenant à la cognition spatiale à l'intérieur du domaine franco-provençal, en les rapprochant des cas étudiés sur les autres continents, d'autant plus que les études dans la lignée de Stephen Levinson sur les langues européennes sont relativement rares. D'autre part, étant donné que l'utilisation d'un certain type de système linguistique affecte à son tour la perception de l'espace, voire peut-être sa gestion du territoire et la construction des paysages, nous observons des indices significatifs de ces représentations spatiales, même dans des situations d'abandon de la langue locale et de remplacement de celle-ci avec une langue à large diffusion et hautement standardisée. C'est ce que nous avons pu observer, par exemple, avec le français régional en Valais, par exemple, en Suisse, donc à l'intérieur de l'ère franco-provençale. Les études pionnières en matière d'anthropologie de l'espace laissent d'ailleurs entrevoir des similitudes entre des langues fort différentes, mais toutes implantées dans des territoires montagneux, similaires à certains égards, tels que le Daghestan ou le pays Hopi en Amérique du Nord. Un exemple alpin, celui des Moquennes de la région italienne de Trento, étudié par Rowley dans les années 70, serait à notre connaissance l'un des rares cas étudiés en Europe et dans l'arc alpin pour le moment. À l'inverse, une langue de grande diffusion doit nécessairement perdre toutes ces caractéristiques qui la relient à des situations particulières et qui ne sauraient être compréhensibles dans le cadre d'un usage élargi. Et donc, ces considérations offrent de nouveaux arguments au débat sur l'hypothèse relativiste et de nouvelles pistes pour le développement de la linguistique collective. Levinson met ainsi en évidence la nécessité de considérer la variation dans le domaine de la cognition. Il n'y aurait donc pas d'uniformité au niveau cognitif, mais autant de variété dans le domaine de la cognition qu'il y a de variété linguistique. En organisant ce colloque, le Centre d'études franco-provençales entend contribuer à une réflexion commune sur les questions que je viens d'évoquer. Une réflexion commune qui nous amènera très loin parce que les chercheurs qui sont ici réunis présenteront des exemples de langues géographiquement très éloignées entre elles et du point de vue de la structure aussi très différentes. Mais voilà, parmi les objectifs, avancer dans l'étude de la relation d'une certaine population à son territoire, dans les aspects matériels et symboliques, analyser les représentations de l'espace dans le domaine franco-provençal, cibler le franco-provençal en tant qu'exemple rare, probablement le premier à être étudié de persistance d'anciens frame of reference au cœur de l'Europe, et apporter de nouveaux éléments de réflexion à l'étude du rôle du langage dans les processus cognitifs. Le colloque d'aujourd'hui est filmé et diffusé sur notre canal YouTube. Donc voilà, pour une plus grande diffusion, nous souhaitons pouvoir partager ces contenus avec un public très large. Pour que les opérations de filmage se déroulent correctement, j'invite les participants à s'asseoir ici quand ils devront prendre la parole, un à la fois, à cette postation, et utiliser le micro, même s'il n'est pas nécessaire pour la salle, mais nécessaire pour les opérations d'enregistrement. Je rappelle que chacun des intervenants dispose de 30 minutes, dont environ 20 pour sa présentation, environ 10 pour répondre aux questions. Et voilà. Nous ouvrons donc la séance du matin avec la première communication qui nous plonge dans le domaine des sciences cognitives.
C'est Antoine Coutreau de l'Université de Lyon, qui plus précisément du laboratoire d'informatique en images et systèmes d'information. Il participe à distance et nous expliquera pourquoi et comment notre environnement influence nos compétences spatiales. Voilà, donc je lui laisse la parole. On va voir. Je voudrais enlever ça. Voilà. C'est bon. On doit... Un instant, je dois brancher... Voilà. Bonjour Antoine, vous m'entendez? Rejoindre l'audio. Bonjour. Ça va? Vous avez entendu la présentation? Non. Ah, vous n'aviez pas de son. Je suis désolée. Vous pouvez quand même nous suivre par la suite aussi par le biais de notre chaîne YouTube. Hein? Tout le colloque sera en direct, donc vous pouvez continuer à participer à distance. Ok, très bien. Bon, on est un peu en avance sur le programme, mais je pense que si vous êtes prêts, je peux vous laisser la parole. Écoutez, oui, et si tout le monde est... Tout le monde est là, je pense. Attendez, il y a un petit problème technique. Voilà. Voilà. Est-ce que... Vous pouvez partir. Ok, ça marche. Alors, merci beaucoup pour cette invitation, pour parler d'un projet un peu différent j'imagine, c'est la première fois que je parle devant une communauté si différente, une communauté scientifique si différente de la mienne, donc j'en suis vraiment ravi. Donc moi je travaille sur le sens de l'orientation d'un point de vue neuroscientifique, sciences cognitives. Et donc là en particulier aujourd'hui je vais vous présenter un projet qui s'appelle Sea Hero Quest. Donc vous allez voir, c'est un petit jeu vidéo d'orientation spatiale qui va nous permettre de comprendre plein de choses sur les relations entre l'environnement dans lequel on grandit, d'autres variables démographiques et la façon dont on se déplace dans l'espace. Donc moi je suis chercheur au CNRS dans un laboratoire en informatique à Lyon. J'ai une formation plutôt sciences cognitives. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'utiliser des jeux vidéo quand on fait de la recherche sur le comportement humain? Alors la plupart des études qu'on... Alors ça, en neurosciences, même en biologie, en sciences cliniques, se basent sur des échantillons assez restreints, typiquement moins d'une centaine de personnes, et au profil très particulier. Souvent, c'est nos étudiants qu'on teste, donc ça induit des gros biais, évidemment. Alors l'intérêt des jeux vidéo, c'est que ça ouvre sur le monde. Alors certes, ça reste biaisé, parce que tout le monde ne joue pas de la même façon aux jeux vidéo, mais c'est quand même moins biaisé que si on teste simplement nos étudiants. Parce que ouais, alors ça c'est des chiffres qui datent de 2011, alors j'imagine que ça a beaucoup évolué depuis. On passe plus de 3 milliards d'heures par semaine en tant qu'humanité à jouer des jeux vidéo. Alors si on arrive à capturer une petite fraction de ce temps pour générer des données pour la recherche, ça serait vraiment très intéressant. D'autant plus que le profil moyen du joueur a beaucoup de décennies et que maintenant la gamme d'âge est de plus en plus large
et la parité entre les hommes et les femmes est quasiment parfaite. Alors évidemment, ça dépend du type de jeu, mais en moyenne, on a 45% de femmes pour 55% d'hommes. En tout cas aux États-Unis, de 5 ans. Alors, donc le projet Sea Quest, dont je vais parler aujourd'hui, l'idée, le contexte de départ, c'était dans le but de fournir un outil pour le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer. Parce que c'est un des symptômes les plus précoces de cette maladie. Et donc, si on arrive à durer, eh ben, ça peut être très intéressant pour les gériatres, pour les neurologues, pour dès le début. Le problème, c'est qu'il y a une grande variance dans la population générale. Il y a des gens qui sont vraiment très très forts et d'autres qui sont très très nuls. Moi, je suis très très nul, par exemple. Sans que ça ne prédispose en rien sur la suite en termes d'Alzheimer. Donc l'idée, c'était de fournir le jeu vidéo et une base de données associée qui permettent au médecin de tester son patient. Par exemple, Monsieur Martin, qui a 70 ans, qui est droitier, qui dort comme ci, comme ça. Donc plein de conseils sur le sens de l'orientation. Et comparer plein de personnes qui ressemblent, qui ont les mêmes caractéristiques. On réduit beaucoup. Ça permet d'avoir ici plus personnalisé que le médecin. Mais le problème pour une grosse base de données avec plein de... D'où l'idée du jeu. Donc là, on a développé, c'était en collaboration avec un studio professionnel, le game designer. Ce jeu, donc, rapidement, il y a plein de niveaux différents. Donc ça, au début, on montre une... Donc là, vous voyez, en plus, il y a un peu l'affaire. Et le but du jeu, c'est de se rendre le plus rapidement possible. La bouée numéro 2, la bouée numéro 3, en incarnant... Je coupe le son. Les contrôles sont vraiment très très simples. C'est juste taper à gauche pour aller à gauche, taper à droite pour aller à droite. Ça se joue sur smartphone, sur tablette. Il y a aussi une version en réalité virtuelle, mais là, on ne va pas parler de ça. Donc vous voyez, là, ce jour-là, il se débrouille très bien. Il a vu les deux premières bouées et il va chercher la troisième en un temps record. Donc ça, c'est un des niveaux les plus précoces du jeu. Donc il est particulièrement facile. Et voilà, donc super. Donc là, pendant que la personne joue, nous, on collecte sa trajectoire, donc les coordonnées X, Y de ses positions en fonction du temps. Et ça va nous permettre après d'avoir des indices quantitatifs sur la façon dont il se déplace. Donc il s'oriente. Voilà, donc ça c'est le type de données qu'on génère. Vous voyez sur deux niveaux différents. Là, il y a le niveau 42 et là, il y a le niveau 68, avec des trajectoires très variées en fonction des personnes. Des personnes qui ont des trajectoires quasiment optimales et d'autres qui se sont sérieusement perdues. Vous voyez les cartes de chaleur des trajectoires. Voilà, ça vous montre vraiment la diversité du type de signaux qu'on capture avec cette approche. Et ce qui est vraiment intéressant, là où ça commence à devenir vraiment intéressant, c'est que en un peu moins de 3 ans, on a eu plus de 4 millions de joueurs à travers le monde, de tous les pays du monde. On a eu des gens du Groenland, du Togo, de Sierra Leone, de pays qui d'habitude ne sont jamais inclus dans la littérature scientifique, parce que ces populations, parce qu'elles sont loin, qu'il n'y a pas de centre de recherche évident avec lesquels collaborer pour tester les différents participants. Alors évidemment, on a beaucoup plus de participants dans le monde occidental, mais voilà. Un jeu de données assez inédit, en tout cas en neurosciences comportementales. Si on avait voulu collecter ces données de manière traditionnelle, dans un laboratoire, voilà, en invitant les gens à faire notre expérience chez nous, ça nous aurait coûté 30 milliards de dollars et ça nous aurait pris 10 000 ans. Donc voilà, c'est pour vous dire l'intérêt de l'approche du jeu vidéo, c'est que ça rend possible des choses qui ne le seraient pas autrement.
Alors ça, c'est une autre vidéo pour vous montrer les types de données avec lesquelles on travaille d'une autre façon. Donc là, c'est un autre niveau, le niveau 16. Vous allez voir 1000 personnes qui sont plus âgées, entre 70 et 95 ans, et 1000 autres personnes qui sont plus jeunes, entre 19 et 25 ans. Elles commencent toutes au même endroit ici, en haut à gauche, et elles doivent aller rejoindre les étoiles le plus rapidement possible. Donc, c'est parti. Vous voyez que dès le début, il y a un gros effet de l'âge, que les jeunes prennent le devant, même si il y a quand même pas mal de variabilité. Là, par exemple, celui qui est tout devant, bah, c'est un bleu, c'est une personne plus âgée. Mais c'est quand même une grosse variable qui a un gros effet sur la façon dont on s'oriente dans l'espace. Et vous allez le voir après, c'est pas seulement parce que c'est un jeu vidéo et que les jeunes jouent aux jeux vidéo. C'est une critique qui peut venir rapidement à l'esprit. On a fait tout nos possible pour, je vais vous l'expliquer dans quelques slides. Voilà, j'arrête là parce que sinon on en a pour longtemps. Donc très rapidement, le type de résultats principaux, on va dire, les plus évidents qu'on peut regarder, c'est la performance. Donc là, la performance, c'est simplement proportionnel, on va dire, à la longueur. Plus la trajectoire est longue, plus la performance est faible, parce que ça veut dire que la personne s'est perdue. Et en fonction de l'âge. Donc, bah, voilà, on voit que on a commencé à tester à 18 ans. Dès cet âge-là, il y a un déclin quasi linéaire avec l'âge. Ça, c'est quelque chose auquel on s'attendait. C'est le cas pour de nombreuses compétences cognitives, malheureusement. Plus on vieillit et moins ça va. Mais après, il se passe un truc. Ça remonte. Alors, on s'est posé des questions quand on a vu ça. C'est pas du tout que après 75 ans, on regagne des neurones. C'est malheureusement pas ça qui se passe. C'est juste que là, pour le coup, on avait vraiment un gros biais de sélection de nos participants. Des personnes qui ont plus de 75 ans, qui ont un smartphone, qui jouent à des jeux vidéo sur leur smartphone, ils ne sont pas nécessairement représentatifs de leur classe d'âge. Il y a de bonnes chances que niveau cognitif, ça aille bien, quoi. Donc, et ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que là, ce qu'on voit, c'est que les hommes. Les femmes, elles ont la même trajectoire, mais avec une performance un petit peu en dessous. Ça aussi, c'est quelque chose qui se retrouve bien dans la littérature scientifique. Pour de nombreuses tâches spatiales, c'est le cas, cette différence homme-femme. Mais on n'avait jamais très bien compris pourquoi, quelle était l'origine de cette différence. Et c'est justement la force de cette base de données, c'est qu'elle nous permet de résoudre ce genre d'énigmes scientifiques. Donc en regardant la taille de cette différence, donc le gap entre ces deux courbes, selon les pays que l'on a testés, on s'est rendu compte qu'il y avait une corrélation significative entre la différence entre le genre dans le jeu, donc là c'est ce qu'on voit en ordonnée, et dans la société, donc mesuré par le Gender Gap Index, qui est un indice du Forum économique mondial qui quantifie la différence entre les hommes et les femmes dans différents pays en fonction de différents critères sociétaux. Et donc vous voyez que dans les pays dans lesquels il y a une très bonne égalité homme-femme dans la société, comme ça peut être le cas en Scandinavie, il y a aussi très peu de différences dans le jeu, alors que dans des pays où c'est moins le cas, comme en Arabie Saoudite, il y a aussi une grande différence dans le jeu. Donc ça montre que ce qu'on avait mesuré dans la littérature depuis toutes ces années, cette différence entre les hommes et les femmes, ça a une grosse composante culturelle. Simplement, voilà, si les femmes n'ont pas le même accès à l'éducation, si les femmes n'ont pas le droit de conduire, si les femmes ne peuvent pas avoir autant d'activités que les hommes, ça se retrouve sur des tâches cognitives aussi simples que celles-ci. Voilà. Alors, je vais aller un peu vite pour arriver au cœur du sujet qui nous intéresse ici. Donc là, c'est simplement pour ce que je vous disais tout à l'heure. On a voulu vérifier que ce qu'on mesurait, c'était bien le sens de l'orientation et c'était pas simplement la capacité des gens à jouer à un jeu vidéo. Donc on a fait venir pour le coup des gens à l'ancienne au laboratoire. On les a fait jouer à Sea Hero Quest, au jeu vidéo, et on les a emmenés dans des quartiers qu'ils ne connaissaient pas à Londres. Et on leur a fait faire une tâche similaire, mais dans la vraie vie, dans des rues du vrai monde. Et on a mesuré une forte corrélation
entre la performance dans la vraie vie et dans le jeu vidéo, ce qui montre bien qu'on capture certainement un petit peu de la capacité des gens à jouer aux jeux vidéo, mais aussi une forte composante liée purement au sens de l'orientation. Ça nous rassure bien sur l'intérêt, sur les interprétations de ce type de données. Donc voilà, à partir de beaucoup d'approches que l'on peut suivre, qu'on a commencé à suivre depuis le début du projet. Donc voilà, il y a plein d'angles différents, par exemple sur la prédiction du risque de développer la maladie d'Alzheimer, sur l'association entre la compétence spatiale et le sommeil, le niveau d'éducation, la dominance si on est droitier ou gaucher. Voilà. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et je voudrais parler peut-être de ce qui va plus vous intéresser, entre l'endroit où on a grandi et nos compétences spatiales. Donc ça, c'est quelque chose qui existe dans la littérature, que l'on connaît par ailleurs, chez les souris, chez les rongeurs, que si on les fait grandir dans des cages plus ou moins riches, avec des labyrinthes, avec des jeux, ça va avoir un effet sur leur fonction cognitive et même sur anatomiquement, on va pouvoir mesurer une différence dans leur cerveau comparé à des souris qui ont grandi dans des cages toutes simples. Alors chez les humains, on ne peut pas faire la même chose, parce qu'on ne fait pas grandir les enfants dans des cages pour des fins de recherche, c'est pas possible. Mais avec SeeHeroQuest, ça devient possible, parce qu'on a des profils tellement différents que ça nous permet de contrôler plein de choses et de pouvoir avoir des conclusions intéressantes. Donc là, ce qu'on voit, c'est un petit peu la même chose que ce que je vous ai montré lors du premier graphe. Donc vous voyez la performance en fonction de l'âge, pour les hommes en haut, pour les femmes en bas, ça c'est rien de nouveau, et en personnes qui ont grandi ailleurs que dans une ville, ailleurs que dans un centre-ville. Ça peut être à la campagne, ça peut être en banlieue, mais c'est pas dans un centre-ville. En noir, c'est dans un centre-ville. Et c'est en moyenne sur l'ensemble de la planète, sur l'ensemble du jeu de données qu'on avait. Donc voilà, donc il semble que le grandir à la campagne a un effet bénéfique sur le sens de l'orientation, en moyenne. Par contre, quand on regarde en fonction des pays, en contrôlant pour plein d'autres variables, pour l'âge, le genre, le niveau d'éducation, etc., il y a quand même des grandes variations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays, vous voyez là où ça intersecte avec le 0, où il n'y a pas tellement d'effet en fait. Cet effet de l'environnement, il est quasiment nul. Et il y a d'autres pays, c'est ceux qui sont en bas ici, où pour le coup cet effet est vraiment significatif et vraiment prononcé. Donc on a essayé de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui faisait que dans ces pays-là, il y avait un effet alors que dans les autres, il n'y en avait pas. Et on a formulé l'hypothèse que ça avait à voir avec la façon dont les villes étaient construites. On a par exemple regardé Prague, en République tchèque, et on a mesuré l'entropie de son réseau de rues. Vous voyez, là, c'est vraiment très désordonné, les rues de Prague, comme souvent dans des villes en Europe ou en Asie. C'est la rosace les rues les unes avec les autres. La distribution de tout, quand même une certaine tendance à être sud-nord et est-ouest, mais c'est quand même beaucoup plus réparti qu'à Chicago, où là, c'est l'exemple typique d'une ville planifiée qui est construite à angle droit, où on a quasiment 100% de rues qui sont nord-sud, est-ouest. Donc l'hypothèse, c'est que c'est beaucoup plus simple de s'orienter dans une ville comme Chicago qu'une ville dans Prague. Et donc, quand on grandit dans ces environnements, on exerce moins notre sens de l'orientation que quand on grandit dans des villes plus complexes. Donc, on a mesuré cette entropie pour tous les pays qu'on a inclus dans notre analyse, toutes les villes des pays qu'on a inclus dans notre analyse, et on voit qu'effectivement, il y a une corrélation. Alors, vous voyez qu'il y a quand même un gros cluster ici de pays dont les principales villes sont à forte entropie. Donc c'est comme je vous disais les centres européens et asiatiques. Et que par contre les villes en Argentine, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au Canada, en Australie dans une certaine mesure, sont beaucoup moins anthropiques, beaucoup plus simples, et l'environnement, la taille de l'effet de l'environnement est beaucoup plus fort.
Donc ça confirme bien cette hypothèse qu'on avait, que voilà, grandir dans une ville plus simple, fait qu'on entraîne moins dans notre sens de l'orientation et qu'à l'âge adulte, ça se retrouve sur ce genre de tâches. Donc on a testé plein d'autres métriques, je ne vais pas non plus m'attarder là-dessus parce que je voudrais laisser un petit peu de temps pour des questions. Plein d'autres métriques qui quantifient la complexité d'une ville à part l'entropie des angles des rues que font les rues les unes avec les autres. Et on a montré que c'était vraiment cette variable-là qui expliquait le mieux cette différence entre les pays pour cet effet de l'environnement. Alors voilà, c'est tout pixelisé, je suis désolé. Bon, du coup, je ne vais pas m'attarder. La réciproque. Les gens qui sont plus quadrillés au jeu de si dont la carte du était. Donc ça montre en fait, au-delà d'être grandi dans un environnement, montre surtout que on grandit, on s'adapte à l'environnement lequel on grandit. C'est pas un scoop, formule belle illustration de ça, et que on grandit dans un environnement dans un environnement dans un jeu vidéo comme. Vraiment désolé, tous ces pixels là, je comprends. C'est juste pour vous dire, cliquez sur résultat avec un autre jeu vidéo, cette fois-ci pas avec un bateau, mais avec une voiture, et pas dans la mer, mais dans les rues d'une ville, avec un autre outil de personnes sur une plateforme de sourcing en ligne qui s'appelle Prolific. 600 personnes des États-Unis. On a mesuré exactement fait que ce qu'on avait mesuré précédemment avec en deux mots ce que je voulais vous présenter. Aussi que donc il y a une collaboration qu'on est en train de mettre en place avec cet outil, ce jeu vidéo et cette base de données, qu'on a créé une plateforme en accès libre pour n'importe quel chercheur peut télécharger le jeu et l'utiliser à ses propres fins. Donc, il peut tester ses participants dans son labo, retrouver les données générées avec HeroQuest et les comparer à la grande base de données de 4 millions de personnes. Donc voilà, toutes ces données, ce jeu vidéo sont en open access. N'hésitez pas à aller sur ce site internet ou à me contacter directement si ça vous intéresse et si vous voulez l'utiliser. Voilà, alors je voudrais terminer en insistant vraiment sur le fait que ce projet est le fruit d'une grande collaboration entre de nombreux partenaires, que ça a été financé par une entreprise privée et une ONG, donc Dutch Telecom pour l'entreprise privée, Alzheimer pour l'ONG. Glitchers, c'est le studio de game developer qui a conçu le jeu. Et voici tous les collègues, donc notamment Hugo Spears et Michael Hornberger, qui étaient à l'origine du projet, et voilà, donc avec lesquels je travaille activement. Quelques papiers qu'on a publiés sur des données liées à HeroQuest. Et voilà, si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. Merci Antoine. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, en attendant que quelqu'un puisse éventuellement formuler une question, je voulais juste... déjà, l'approche pluridisciplinaire de cette journée avec ce survol sur les sciences cognitives me paraît intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est normal, mais j'entends rien du tout. D'accord. Je prends celui-ci. Oui, pardon. Voilà, je parlais de l'approche. Je parlais de l'approche pluridisciplinaire, de comment on s'annonce. Non, ça marche pas? Ah oui, d'accord, c'est ça. Ouais. Ah oui, voilà. Alors c'est pas une question de micro. Oui. Voilà. Vous m'entendez là? Je vous entends. Allez-y. J'essaie de me concentrer. D'accord.
disons d'une façon un peu prosaïque, comment pourrait-on résumer donc ce que vous avez remarqué comme différence au niveau du genre par rapport aux compétences d'orientation? On peut dire que d'une façon générale, les femmes ont moins d'aptitude ou d'intérêt à se repérer dans l'espace avec les mêmes paramètres que les hommes. Comment on pourrait résumer la question d'après vos recherches? Et pour la question, alors effectivement, en moyenne à travers tous les qu'on a inclus dans cette analyse, il y a cette différence, voilà, ici entre les qui se retrouvent dans la littérature sur plein de types de compétences spatiales différentes, que ce soit la rotation d'objets en 3D, voilà, ce genre de choses. Et alors, nous, ce qu'on montre, c'est que c'est pas quelque chose qui est lié à l'intérêt ou qui serait inné ou qui serait lié à des différences de structure cérébrale. Nous, ce qu'on met en évidence, c'est vraiment cette relation avec la culture, avec l'inégalité femmes dans le pays dans lequel on se place. Et que les pays comme par exemple la Norvège, la Finlande, la Suède, dans lesquels il y a une bonne égalité entre les genres dans la société, il y a aussi très peu de différence entre les genres dans le jeu. Et que par contre, plus cette différence augmente dans la société, et plus cette différence augmente dans le jeu. Et ça, ça se comprend assez simplement. Si effectivement on ne donne pas aux femmes la possibilité d'entraîner cette capacité cognitive parce qu'elles n'ont pas un accès à celui des hommes professionnels ou à l'éducation, au loisir en général, qui entraîne cette capacité. Si elle ne l'entraîne pas, elle la développe moins que peut-être plus de chances de le faire dans les pays. Voilà, c'est vraiment que permet de mettre. D'accord, merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Oui, si vous voulez bien venir là. Bonjour. Ah, oui. Bonjour, Alice Vitran. Donc j'avais une question concernant votre, je dirais, expérience suivante dans la vraie vie. Vous aviez Londres et Paris. Il m'avait semblé, et à mon voisin pareil d'ailleurs, que vous aviez là une différence moindre entre les hommes et les femmes, si on avait sur vos petits points et vos petits carrés. Voilà. Oui, alors c'est effectivement, là c'est plus difficile à quantifier parce que la taille de l'échantillon est beaucoup plus faible. Vous voyez, il y a 23 personnes à Londres, 23 personnes à Paris. Donc c'est compliqué d'avoir des résultats qui, d'un point de vue statistique, ont suffisamment de puissance pour séparer les deux genres. Alors ce qu'on peut voir, alors si on regarde Londres, effectivement les hommes ont quand même l'air d'être un peu en dessous des femmes, mais là ce qu'on voit c'est la distance. Donc c'est inversement proportionnel à la ces courses meilleures à la performance. Ce qui sous-tendrait... alors, c'est beaucoup moins normalisé dans la vraie vie que dans le jeu vidéo. Sur les jeux. Ça implique aussi où les gens doivent courir ou peuvent marcher plus ou moins vite. Ces variables-là, on ne les a pas contrôlées. C'est vrai que les jeux vidéo ont ceci de plus égalitaire que... il n'y a pas de différence morphologique. On utilise tous les mêmes pouces pour ce.
mais voilà, ce qu'on mesure, c'est qu'il y a bien une corrélation entre la performance dans le jeu vidéo et celle dans la vraie vie. D'accord. J'avais une autre question, mais peut-être vous n'avez pas encore la réponse. Est-ce que vous avez pu aussi corréler vos données avec les systèmes de référence utilisés par les personnes? Je pensais au fait qu'il y a des langues dans lesquelles on a des systèmes de référence absolus tout le temps, même pour les distances proches. Est-ce que ça a un impact sur le sens de l'orientation? Est-ce que vous avez une hypothèse alors, c'est une très bonne question. Nous, on ne l'a pas testé directement encore avec notre jeu de données, mais par contre, c'est quelque chose qui est présent dans la littérature. Et effectivement, il y a des gens qui ont mené des études spécifiques en fonction du système de langage aussi utilisé par les participants et qui montrent des stratégies allocentriques ou égocentriques. Donc, ils utilisent des indices une trajectoire. Par exemple, je vais prendre, et puis ensuite je cours donc ça centrique en utilisant des repères plus liés à l'environnement. Tout droit, après je tourne. Donc ça, effectivement, c'est un vrai impact sur d'orientation. Nous, on n'a pas encore regardé, développer des chercheurs travaillent sur ces questions-là pour augmenter la taille d'échantillons des populations, systèmes de référence. Donc, effectivement, ça, c'est type de recherche. Très bien, merci. Bonjour, donc alors vous m'entendez? Oui. Ok. Donc Antoine Heinzmann, du coup, donc doctorant au laboratoire Sciences formelles du langage à Paris 8. Donc du coup, en fait, j'avais une petite question, on va dire un peu double sur ça. En fait, alors déjà par rapport, du coup, en fait, au gender gap, donc différences genrées. Dans les performances, donc vous avez attribué certainement ça du coup, on va dire à l'accès à la culture et à l'accès à d'autres droits sociaux, donc du coup en fonction des genres dans les différents pays. Je voudrais savoir si aussi donc si par rapport à cette hypothèse on va dire culturelle, est-ce que par exemple vous avez trouvé des différences notables qui est des différences notables entre les différents pays, pas en fonction des genres, mais sur les niveaux global des joueurs, quel que soit leur genre, entre les différents pays. Par exemple, est-ce que le niveau de développement général de l'éducation, des indices d'alphabétisation, etc., des joueurs a un impact sur la performance des joueurs dans cette expérience? Tout à fait. La question, c'est une des premières choses qu'on a réglées, c'est de l'âge et du genre. Il y a une différence entre les pays en moyenne. Et tous les participants dans chaque pays, la réponse est oui. Il y a des grands traits, des grandes différences qui grandes, toutes proportions gardées, qui sont statistiquement très significatives et qui peuvent s'expliquer, qui peuvent bien s'interpréter. Après, en termes de taille d'effet, c'est pas non plus énorme. Si on prend toute la variance dans l'ensemble du jeu de données, les différences entre les pays, ça permet d'expliquer 4% de cette variance. Donc c'est pas non plus énorme. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une très forte corrélation, donc vraiment extrêmement significative, entre la compétence spatiale et le PIB du pays, le PIB par habitant du pays. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel on peut s'attendre, qui a été retrouvé, décrit pour plein d'autres cas dans la littérature. Ça s'intéresse de la manière suivante, qui est que le PIB du pays est corrélé avec plein d'autres choses, notamment l'accès à l'éducation, qui est corrélé avec de nombreuses capacités cognitives, dont le sens de l'orientation. Ça, effectivement, une grosse corrélation avec le PIB. C'est des interprétations
post hoc. C'est pas du tout des hypothèses qu'on avait a priori, donc il faut faire attention. Intéressant quand même. On a remarqué que à PIB constant, voilà, si on se concentre sur le monde occidental où le PIB est à peu près équivalent, on avait une surperformance dans les pays scandinaves. On avait la Suède qui sur le podium des nations qui avaient la meilleure performance spatiale. Et une explication potentielle de ce phénomène, c'est l'importance des cours, des cours qui pourraient avoir une influence au niveau cognitif. En moyenne, voilà, les gens sont plus habitués à s'orienter dans l'espace et ça se retrouve dans ce type de données. C'était une autre observation qu'on avait effectuée. Ensuite, on avait aussi différence se déplacent. Par exemple, les gens qui se déplacent, comme c'est souvent des pays plus d'Allemagne, où les gens se développent moins en commun, et donc leur déplacement, le sens de chez ceux qui étaient plus actifs donc, au volant de leur voiture, même si maintenant le GPS est vraiment... mais donc, ouais, il y avait ce type de choses qu'on a mesurées. Mais voilà, c'est toute proportion gardée. Et l'effet de l'âge, vraiment beaucoup plus important que celui des... Ok. Et alors aussi, sinon, peut-être aussi, du coup, peut-être ce qui serait intéressant, c'est aussi donc par rapport disons, je pense un autre jeu vidéo qu'il faudrait peut-être faire tester là, qui serait intéressant à faire tester sûrement. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Ça s'appelle le jeu GeoGuessr. Du coup, à mon avis, je pense que parce que ça serait intéressant aussi de voir un petit peu les résultats sur ces pays-là. Du coup, donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un jeu qui consiste du coup où vous êtes lâché quelque part sur la planète, en fait sur le réseau Google Maps, du coup à un endroit complètement au hasard de la planète. Et en fait, vous devez trouver où vous êtes dans le monde, sur la carte Google, à partir des informations que vous voyez autour de vous sur le Street View, etc. Et en fait, du coup, je pense que ce serait intéressant aussi de faire tester du coup des sujets là-dessus et d'analyser les données là-dessus par rapport du coup à la diversité des inputs possibles. C'est-à-dire les différents, on va dire, les différents points qui sont situés dans différents types d'environnements, rural, spatial. Peut-être il y a des différences où certains sujets ont plus de facilité à se retrouver dans des environnements ruraux, d'autres dans des environnements urbains, d'autres dans certains environnements urbains, d'autres dans d'autres. Et je pense que ce serait une bonne suite d'expériences pour ça. Oui, j'ai une question qui concerne plutôt la linguistique. Je voudrais savoir si vous avez pu étudier une corrélation éventuelle entre des langues plus concrètes et des langues plus, on va dire, abstraites. C'est-à-dire le rapport de la langue au concret pourrait expliquer peut-être des performances plus importantes pour certains pays par rapport à d'autres. Oui, effectivement, c'est une très bonne remarque. Alors, la réponse est non. On a tous ces aspects linguistiques, on ne les a pas du tout exploités encore. L'Open Collab,
c'est ça. Ouais. Ok, bonjour à tous. J'avoue que je suis très contente, après quelques années de retraite silencieuse, mais quand même encore studieuse, d'avoir l'occasion de présenter le travail qu'on a pu faire en atelier. Alors attendez, Voilà. Ok. Donc, c'est un travail que nous avons entrepris depuis 2017. À la suite des commémorations de la naissance de l'enclave des papes il y a 700 ans par l'achat du pape Jean XXII de ce petit territoire, commençant par l'achat de Valréas et quelques dizaines après sur l'ensemble de ces 4 territoires. Alors, voyons comment on navigue là. Ah, pardon. Voilà, ok. Bon, alors donc le plan, d'abord, après avoir présenté le corpus, on parlera donc, les thèmes principaux seront la transmission et héritage, on parlera de déixis spatial, de remotivation et resémantisation, et puis enfin, appropriation, narration et historisation. Alors, quel est le contexte de l'étude? Eh bien, en fait, l'étude sur la toponymie, ou plus exactement, il s'agit d'hydronymie, concerne un petit territoire de 125 km² qui est resté donc sous la propriété des papes pendant 700 ans. C'est un compte domaine lexical des racines et des suffixes, par nature. C'est un tout petit corpus de 55 hydronymes, mais heureusement qui offre un contexte extrêmement large donc dans le temps, puisque les étymons remontent donc au néolithique et jusqu'à l'époque historique et contemporaine. Évidemment, cela permet d'observer donc cette diversification de la relation de l'observateur-locuteur à l'espace dans le temps et relativement à sa culture. Et cela pose également la question de la permanence, impermanence des perspectives de l'observateur-locuteur sur son environnement. Sur ce vaste échantillon historique, une première opposition s'opère. D'une part, les populations pré-indo-européennes, d'autre part, les indo-européennes et évidemment les langues Donc, à l'époque des pré-indo-européens, il s'agit de groupes sédentarisés qui voisinent avec des clans nomades. Bien sûr, la plupart du temps, nous n'avons aucune trace écrite, à quelques exceptions près. Donc, les traditions sont orales. Toutefois, il nous reste des précieux témoignages qui sont des traces linguistiques dans les hydronymes et oronymes, notamment en Europe de l'Ouest. Donc, concernant les indo-européens qui dérivent, qui sont un peu postérieurs, l'indo-européen commun est la langue mère reconstituée, comme vous le savez, depuis les langues filles. Elle possède un statut de langue avec toutes ses composantes, c'est une véritable langue. Et dans ce cadre, eh bien, parfois, la langue fille, donc une langue issue de cette langue indo-européenne, reste de tradition orale, comme par exemple les Celtes. Les langues filles et petites filles présentes dans nos corpus sont, alors à titre vraiment fantomatique, le ligure, mais bien sûr les langues latines, celtiques, germaniques, provençales, françaises. Voici notre région, donc c'est un peu systématisé, donc avec les 4 communes, Valréas, Grillon, Richanche et Visan. Valréas étant de loin la commune la plus importante et où il y avait à l'époque toute l'administration papale qui était installée, dont
ce qui amène à avoir à Valréas un patrimoine très riche au niveau architectural. Alors, notre base de données, voici nos 55 hydronymes des différents cours d'eau ou autres lieux d'eau. Donc, vous voyez qu'à Valréas, nous en possédons 34. À Grillon, nous en avons 10. À Richange, un seul. Vison 5, et puis évidemment plusieurs cours d'eau traversent les plusieurs villages, donc voilà. Et de ce fait, vous voyez, nous avons surtout beaucoup de ruisseaux. Nous avons répertorié 10 sources et 4 rivières, hein, les cours d'eau principaux, la Coronne, les Reins, l'Aise et le Talobre, et puis par-ci par-là, puits, marais ou torrents. Alors, en fait, ce que l'on constate, c'est que du pré-indo-européen jusqu'à l'époque moderne, hein, la triade langue, locuteur, territoire est sollicitée et bien sûr dynamisée. Donc, nous allons opérer une évaluation autour de 4 axes principaux qui sont la transmission-héritage, la déixie spatiale, remotivation et resémantisation, historisation et appropriation, comme nous l'avons déjà dit en début d'exposé. Donc, tout d'abord, transmission et héritage. Alors ici, ce graphique montre une datation des étymons, donc racines plus suffixes, dans l'hydronyme, du pré-indo-européen à l'époque moderne. Donc, les choses... Alors, vous avez en noir les suffixes, en bleu les racines, et en orange les racines plus suffixes, donc la somme. Donc, vous pouvez voir que 2 époques émergent. D'abord, l'époque romaine. Hein, visiblement, c'est la majorité de nos étymons. Mais malgré tout, nous avons également, on va le commenter un peu plus, toute la période pré-indo-européenne. Et ça, c'est très intéressant. Si on regarde cette fois la datation de l'élément le plus ancien dans l'hydronyme, en parcourant toute la gamme préhistorique et historique, eh bien, on a un effectif, vous voyez, de pré-indo-européen de 18, ce qui représente 32%, je crois, des thèmes. Et en latin populaire, nous en avons 32, donc pas tout à fait le double, mais presque. Et puis, au niveau indo-européen et celte-gaulois, eh bien, c'est nettement moindre. Donc, sur le premier graphique qui représente 128 items, donc en mélangeant racines et suffixes, les étymons sont majoritaires donc, de l'époque pré-indo-européenne à l'époque pré-contemporaine. Ce sont les mêmes contours de répartition. Au niveau pré-indo-européen, eh bien, nous avons un échantillon qui représente 19%. Au niveau romain, 71%, et les autres époques, c'est quelques traces. Au niveau du graphique 2, au niveau des éléments les plus anciens majoritaires dans l'hydronyme à l'époque ancienne, eh bien, nous avons à l'époque pré-indo-européenne 32% et à l'époque romaine 57%. Donc, ce qui est notable, c'est que face à la densité d'occupation romaine largement dominante par rapport à l'époque pré-indo-européenne, et l'éloignement dans le temps, eh bien, le résultat pré-indo-européen de 19 ou 32%, selon les études, est même remarquable. Les effectifs très faibles des étymons des autres époques, c'est également un élément qui est tout aussi remarquable. Et finalement, eh bien, la tradition orale s'est transmise à travers les millénaires. C'est vraiment extraordinaire, ce genre de choses, jusqu'évidemment au relais de l'écriture qui l'a bien sûr conforté. Donc, nous abordons maintenant le deuxième point, la déixie spatiale. Alors, quelle différence peut-on voir entre les époques du pré-indo-européen au provençal, les hydronymes centrales hauts? Par exemple, en pré-indo-européen, on a quelque chose, une racine qui est en fait c'est une véritable racine ona qui, ensuite, n'étant plus comprise, a fait office de faux suffixe
le suffixe on qu'on retrouve très très majoritairement en France et sans doute aussi dans d'autres pays. Il faudrait voir si en toponymie en Italie par exemple on retrouve la même chose. Je n'en sais rien, mais je crois que nous avons ici aussi un spécialiste de toponymie. Donc on pourra voir. Voilà, donc on retrouve cette ancienne racine ona qui signifie simplement eau. Par exemple pour la couronne, mais il y en a d'autres, blacon, etc., dans notre corpus. On retrouve également la racine ir ou air, qui a donné Hérin à Valréas et Vison, qui signifie flux, écoulement. Le gaulois nous a donné également Esca, Isca, et donc qui a évolué en Euch à Valréas. Et puis on a beaucoup à Valréas en particulier des maters, c'est-à-dire le ruisseau mère, le ruisseau principal dans lequel se jettent plusieurs petits ruisseaux secondaires. Donc dans les temps primitifs, quand le territoire encore est largement inexploré, cette information qui est essentielle à la vie ou à la survie pour les hommes, les animaux, eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, le lieu de haut peut être le seul recensé à proximité, parce que, bien entendu, les clans, les populations ont tout intérêt à vivre auprès d'un point d'eau. Donc, on y est prêt plus ou moins, et donc il y a une nécessité, en fait, de distinguer ce lieu d'eau du contexte naturel. Et donc cet élément eau fonctionne en fait comme un déictique spatial et objectal, vraisemblablement accompagné d'un geste. Également, d'autres différences. Dans les temps primitifs, eh bien, le sens est enrichi par repérage et caractéristiques fondamentales du lieu d'eau. Souvent, il y a un repérage par rapport à une hauteur, point dominant, et on comprend bien pourquoi. Deux hydronymes, par exemple, d'origine latine sont observés, mais 7 hydronymes pré-indo-européens, ce qui est énorme puisque le nombre d'items dans ces deux catégories sont vraiment largement déficitaires pour ce qui concerne l'époque pré-indo-européenne. Donc, exemple, c'est par exemple Bar qui a donné Bari à Valréas, le pré-indo-européen qui a évolué en provençal et en français, Coug, qui est devenu Coucou en provençal et qui a donné en français la coquette. On y reviendra ensuite parce que c'est assez amusant. Et également Lop, qui signifie également hauteur, point dominant, qui a été croisé avec loup, parce qu'évidemment, le terme n'était plus reconnu par les habitants de l'époque. Ce n'étaient pas des linguistes, ni des étymologistes, ni des toponymistes, forcément. Et donc, eh bien, l'histoire du loup était beaucoup plus parlante pour ces gens. Ça tient également le repérage à la nature du lit. Il s'agit de pierres dans nos régions, des trous ronds dans la pierre, des rochers. Donc nous avons les racines car, corps, adjointes en particulier au suffixe ona qui donne la couronne. Nous avons également la racine mère qui ajoutée également avec l'indo-européen ar qui signifie écoulement donne merdari à Valréas. Nous avons également la racine cal sous les formes cal, car, creux, corps, court, qui veut dire également pierre, plus ol, qui signifie trou rond, marmite, et qui a donné en latin gourde, plus ola, et ensuite gourdouillère à Valréas. Les a, qui signifie escarpement, haut dévalant les rochers, s'est croisé avec le gaulois lei, qui a donné, le gaulois ledo, et qui a donné donc les douces, qui signifie flux courant, et finalement, cela devient l'aise à Valréas et Grillon. À nouveau, l'indo-européen ol a donné le latin ola, trou rond, marmite, plus le suffixe aria, et a donné donc les hydronymes olière, réécrit ensuite en olière AU. Donc, en fait, à l'époque pré-indo-européenne, on constate dans le corpus une large prédominance des notions de signalement d'un lieu d'eau essentiel, vital, des repérages fondamentaux en termes de hauteur, de pierre, de trous dans le lit du cours d'eau, et ici est établi en fait un maillage essentiel des lieux d'eau les plus importants.
Aux époques ultérieures, eh bien, on constate vraiment une différence, c'est-à-dire qu'on recense, des lieux d'eau secondaires sont maintenant recensés, souvent moins accessibles, plus diffus, plus secrets. On a par exemple 5 vallas dans le territoire qui vient du latin valis, plus le suffixe atum, et cela donne en provençal sous formes différentes d'écriture, mais peu importe, le vala avec un T, santé, etc. Par exemple, il y a le grand vala de Saint-Pierre, le vala des Bruyères, le vala de Calvados, le vala des Esperdus, le vala de Mourassé, tout ça Valréas. On a donc 5 mailles, la maille de Coustouille, la maille de Dignerieux, la maille de Turtaille et également à Visan, la grande maille. On a un riaille qui vient du latin rivus, la rive, qui a donné provençal riou, ensuite qui a émigré en riaio, riala, ruisseau. Et on a également la riaille de Costechaude. Donc en fait, les repérages à l'époque postérieure, on va dire celtique et surtout latine, sur d'autres bases. Alors, évidemment, on aborde ici. Donc, évidemment, les racines historiques au fil des millénaires ne sont plus comprises. En fonction des opportunités naturelles, contextuelles, parfois sociologiques, le bon sens commun, qui est lui à l'œuvre toujours, trouve de nouvelles motivations à la dénomination des cours d'eau. Il y a des remotivations partielles, comme par exemple la Ribeironne à Valréas, et qui agit comme une duplication du sème d'eau. On, que l'on a déjà vu, qui fonctionne désormais comme un suffixe de classe, signifiant cours d'eau, et puis le latin ripa, qui a donné ripera, ribeira, etc., ribeir en provençal et en occitan, qui signifie également cours d'eau, rivière. Nous avons également les merdalins visant Merdari à Valras, Merdaris à Grillon, qui possèdent en fait la même racine pré-indo-européenne dont on a déjà parlé, mer, qui signifie montagne, rocher, plus ar, qui signifie eau, d'où ruisseau, courant sur les pierres, les roches. Mais Merdalin, lui, s'est un peu encoquiné parce qu'il s'est croisé avec le latin merda, qui signifie excrément, d'où ruisseau aux eaux sales. Alors, au niveau des resémantisations et remotivations, eh bien, nous avons par exemple la fonte du loup à Valréas. Donc, depuis, comme on l'a vu tout à l'heure, la racine proto-indo-européenne lop, qui s'est croisée avec le latin lupus et qui a donné finalement la source du loup. Nous avons Courbelière, Courdelière, Gourdouillère, tout ça, ça concerne le même cours d'eau à Grillon. En fait, il s'agit ici soit d'une erreur de lecteur du copieur, soit une resémantisation volontaire ayant transformé Gourdouillère en Courdelière et Courbelière. La coquette, alors voilà, ça c'est un peu amusant. L'origine c'est coug, qui signifie but, coteau, sommet, hauteur arrondie, qui a donné en provençal cuco et en français cuc. En fait, il s'agit d'un ruisseau qui a disparu, mais qui est encore connu des personnes âgées, qui peuvent encore en parler. À mon avis, cette hauteur arrondie désignerait en fait le coteau, puisque c'est juste en bas du coteau. En fait, le coteau sur lequel s'est établi par la suite Valréas et son château. Et bien sûr, le ruisseau dévalait ce coteau. Mais il s'est trouvé ensuite que, je pense, au 19e siècle, sans doute, 20e siècle, début du 20e, le quartier des Coquettes, donc, était autrefois fréquenté et réputé par des dames de petite vertu. Donc, le terme maintenant, c'est la coquette. Ça, je trouve assez savoureux. Alors, on aborde le dernier point, à savoir appropriation, narration, historisation. Alors, en fait, on observe un tournant radical avec l'époque celtique et plus encore romaine. La référence aux éléments fondamentaux, pierre, rocher, hauteur, est donc à l'époque ultérieure dépassée. La dénomination n'est plus strictement fonctionnelle. En tant que repérage d'une saillance naturelle pérenne et nécessaire à la survie du clan ou du micro-village.
Il y a bien entendu une densification d'une population qui maintenant est largement sédentaire, et totalement sédentaire même. Les lieux d'eau sont mieux analysés dans leurs détails. Désormais, le règne du vivant y est incorporé. La qualification est contextualisée, parfois même purement esthétique. Par exemple, on a l'hydronyme fanfinette, qui vient du latin fons et du provençal finetto, à Richange, latin des premiers siècles, qui signifie la fontaine au fin filet d'eau. Vous voyez cette sensibilité à des détails très, très, très intimes, on dirait. Les lieux d'eau sont interprétés comme plus familiers, mieux appréhendés avec la sédentarisation, bien sûr. Il y a beaucoup d'observateurs à ce moment-là, locuteurs, hein, donc tout est observé, reconnu, etc. Donc nous avons le rio sec à Valréas-et-Grillon, hein, qui signifie le ruisseau sec, ou bien le rio mau, qui signifie le ruisseau mauvais. C'est là d'ailleurs près duquel j'habite. Et même ils sont ces lieux d'eau identifiés avec l'apparition de l'appropriation de la propriété donc des lieux d'eau. Et donc maintenant nous avons désormais finalement des références au végétal, à l'animal, aux activités humaines et aux personnes. Donc exemple, référence au végétal, eh bien nous avons par exemple Cubert qui signifie ruisseau couvert. Nous avons le Vala des Bruyères, hein, avec un croisement entre latin et gaulois. Nous avons la Blaconne qui signifie donc la source au chêne blanc, avec un croisement également de la racine gauloise blaca, chêne blanc, plus le suffixe pré-indo-européen qu'on a déjà vu, ona, o. Nous avons la fonte de l'Orme, ou source de l'Orme. Nous avons Pinet, le ravin du Petit Pin. Quant aux références à l'animal, eh bien on note la Courbelière, qui est le ruisseau au corbeau. Nous avons la fonte Loriole, la source du Loriot. Nous avons la Graille, ou ruisseau de la Corneille. Nous avons Granouillet, le petit étang aux Grenouilles. Et puis nous avons encore la fonte du Loup, même si la référence est bien postérieure donc au loup. En ce qui concerne donc les activités humaines et artefacts, nous avons la maire de Coustouille à Valréas, avec deux hypothèses. Cela pourrait provenir du latin custodia, le poste de garde, et également ça pourrait provenir du latin costa, qui a donné en provençal custula, custuira et chanvrer, c'est-à-dire en fait séparer la chaîne vote de la filasse. Et effectivement, la région était productrice de chanvre, comme on atteste par exemple de nombreux moulins à eau qui donc tannaient à la fois la laine mais aussi le chanvre. Nous avons également le ravin du Verdon à Valréas, qui provient donc du pré-indo-européen var, lieu raviné, plus le celtique dunum, la forteresse, soit le ravin de la forteresse. Nous avons aussi allusion de certaines personnes, qu'elles soient anonymes, que ce soit des dignitaires ou encore des saints. Par exemple, Alençon, Grillon, à Grillon, provient du celtique gaulois Alantios, latinisé en Alentius. Les Esperdus fait référence, on ne sait pas, à une légende, à un fait authentique oublié. Le Vala des Esperdus, bien c'est le Vala des perdus, des endormis, des égarés. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? On l'ignore. Il y a Dinius, la maire de Dignerieux, qui donc serait un dignitaire romain. Et puis, totalement francisé, eh bien, c'est le Grand Vala de Saint-Pierre et la Riaille de Saint-Vincent, tous les deux à Valréas. Donc, dès l'époque celtique, les chemins et lieux d'eau locaux sont recensés en totalité. Et il y a lieu de les distinguer par des attributs nés d'une fréquentation familiale, le végétal, l'animal, ou d'une culture sociale, activité propriétaire, avec des descriptifs et qualificatifs objectifs ou subjectifs. Si l'on regarde donc ce camembert avec les proportions des thèmes dans l'ensemble, eh bien vous voyez que l'eau
et la situation, pratiquement à égalité, sont les thèmes sont vraiment les plus importants. Ensuite vient les propriétés physiques avec 10%. Parce qu'effectivement, connaître si dans le cours d'eau, il y a des marmites qui pourraient être dangereuses, des trous d'eau, vous savez, avec un tourbillon, c'est intéressant de savoir si on peut aborder, si la rive est sûre, si c'est sur de la pierre aussi, c'est important, etc. etc. Donc, vous voyez qu'en fait, l'eau plus situation, plus propriété physique, plus minéral, à tout ce qui est vraiment ancré dans le pérenne, si je puis dire, est largement dominant par rapport à ce qui suit les activités humaines, l'animal, végétal et les personnes. Donc ces thèmes, cela signifie, étant donné qu'il y a quand même nettement moins d'étimons qui remontent à l'époque pré-indo-européenne par rapport à l'époque romaine, ça veut dire que malgré tout, ces qualificatifs restent nécessaires, toutes les époques confondues. Donc j'en arrive maintenant à la conclusion. Entre les époques pré-indo-européennes et les ultérieures, la relation langue, locuteur, territoire est donc modifiée. On passe donc d'une déixie spatiale de l'objet eau en contexte naturel pérenne, en termes de hauteur, en termes de rocher, à un contexte lexical qu'on pourrait appeler narratif, issu de l'observateur-locuteur dans un cadre approprié et particularisé. Il y a une sorte de mise en scène de la nature avec décors précis et éphémères, en opposition avec une nature pérenne des temps primitifs. Il y a une introduction d'une vie animale avec des acteurs, des personnes anonymes ou dignitaires. Il y a ensuite une mise en micro-contexte historique, culturel et social, avec des dignitaires propriétaires, des références à des saints. Si évidemment il y a changement de paradigme culturel entre la civilisation pré-indo-européenne et les civilisations ultérieures, qui est évidente pour tout le monde, il n'y a pas besoin de faire des recherches pour le savoir, mais il y a une conséquence, c'est que le fait important, c'est que les hydronymes, c'est par les hydronymes en fait que nous avons cette transmission d'informations après plusieurs milliers d'années. Et ça reste un fait foncièrement surprenant. Merci. Alors, je voulais vous ajouter simplement deux petites choses. C'est que j'ai rédigé donc un ouvrage concernant l'origine et la signification des cours d'eau de l'enclave des Papes. Je n'ai pas encore pu me diriger vers une édition parce que c'est un peu trop tôt encore, mais je cherche à l'éditer et je pense que ça devrait sortir d'une manière ou une autre relativement prochainement, si ça vous intéresse. Et puis, je voudrais quand même mentionner les membres de l'atelier de toponymie en 2022. Donc, nous sommes 6 ou 7 personnes. Bon, je crois que je vais avoir des nouvelles rentrées. Mais il faut dire que ces personnes ne sont pas forcément des spécialistes. Ce sont des gens qui s'intéressent à l'hydronymie. J'ai eu l'occasion d'exposer au sein de notre association culturelle. Et puis, spontanément, des gens cultivés ou des gens sans culture, mais animés par cette passion de connaître. Eh bien, nous formons un atelier très vivant. Et je trouve ça vraiment extraordinaire parce que nous n'avons pas seulement besoin de personnes cultivées ou qui ont fait du latin, etc., mais la connaissance précise des lieux est fondamentale pour nous. Donc voilà, on forme une bonne équipe. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On a encore quelques minutes pour les questions. Si... Non, je vois qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, c'était très intéressant. Et merci. Oui, c'est quand même surprenant ce rapport avec le territoire sur un temps si long et au fil de toutes ces transformations humaines qui sont intervenues. Et oui, tout à fait. Il y a une permanence là du sens finalement, même s'il est perdu, mais il est là quand même. Et c'est vraiment fantastique. Oui. Oui.
Ok, parce que ça m'avait un petit peu évoqué, du coup, par exemple, la racine cook, Oui. qui est quand même assez répandue. Bon, on pense à mon cul aussi. Oui. Mon cul qui est un exemple, Oui. du coup, de la racine cook. Mais du coup, alors je sais pas si dans les dialectes, on va dire, valdotin, du franco-provençal, vous avez ça aussi. Mais du coup, on a aussi, ouais, du coup, alors le mot cuc en français, j'ai jamais entendu, mais bon. Mais en tout cas, il y a un mot qui est très utilisé, c'est le mot cusson. Cusson, du coup, en franco-provençal, qui signifie du coup un petit A, par exemple, entassé, on va dire encusuna. Donc, je sais pas si en valdotin, vous avez des mots qui sont qui sont en mode comme kutsar ou kutsa. Kutsupats. D'accord. Ok. Crutzen aussi. Aussi un. Ah, d'accord. Le croc. Le croc. Eh bien. Bah, du coup, c'est. Merci beaucoup. Je remercie Geneviève Caëlin-Aumont. Et là, je pense qu'on peut prendre une petite pause. Il y a un café qui nous attend à l'étage en bas. Et nous reprenons à 11h30.
Veio Alice? Te no vai? Te no sentei? Ouais, a modo. S'enseigne pour commencer. Alors, Alice Crétier, qui participe à distance parce qu'elle est en train de soutenir son mémoire de master en anthropologie à Toulouse, mais que nous connaissons depuis longtemps. Elle est valdôtaine. Elle a participé déjà aux activités du centre. Elle a collaboré. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un retour. Bon, je tente. Ouais. Donc, elle a été stagiaire chez nous en 2020. Elle nous présentera une certaine expression de la relation que les communautés alpines de la vallée d'Aoste, de la Savoie et du Valais entretiennent avec le territoire, ayant recours à un répertoire linguistique commun et à une microtoponymie endogène. Je lui passe la parole. Mais c'est petit chat, hein? Parfait. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, depuis quelques années, je m'intéresse en tant qu'ethnologue à la question des communs et plus précisément à des systèmes de propriété collective dans les Alpes, dans les Alpes nord-occidentales plus précisément. Du coup, mes 3 terrains de recherche se situent à Settenay, au Val d'Aoste. Je suis désolée, mais j'ai un souci avec le PowerPoint. Je n'arrive pas à vous l'afficher, à skipper les slides. Peut-être comme ça. Oui, on va faire comme ça, du coup. C'est un peu plus petit. Voilà, parfait. Du coup, mes 3 terrains de recherche se situent au Val d'Aoste, où j'ai mené une enquête sur les consorteries. Ensuite, à Settenay, dans le massif des Bauges, donc en Haute-Savoie, où j'ai travaillé sur la section du Couchant. Et à Saint-Gingolph, dans le Chablais, à la frontière entre la Haute-Savoie et le Valais, où j'ai travaillé sur la bourgeoisie, qui est une institution pluriséculaire. Le terme de bourgeoisie doit être entendu ici en sens étymologique. Donc, les bourgeois sont les habitants du bourg. C'est dans le cadre du projet Common, qui est un projet porté par l'université de Chambéry-Savoie, projet pluridisciplinaire qui a rassemblé des sociologues, des juristes, des géographes et des anthropologues autour de l'étude. Voilà, c'est dans le cadre de ce projet. J'en suis venue à un terrain d'études avec pour objectif la structure et le fonctionnement contemporain de ces systèmes et selon une approche anthropologique. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une propriété collective? Des Alpes, la plupart des infrastructures comme des fours, des moulins, des laiteries, qui sont possédées collectivement par des habitants d'un ou de plusieurs villages voisins. Donc, ces habitants disposent de droits. Ce n'est pas une nue propriété que l'on détient à titre individuel, mais ce sont des droits qui s'exercent sur des biens et qui donnent accès collectivement et selon des règles précises à des ressources. Ces biens rentrent donc dans la catégorie de biens communs telle qu'elle a été définie par l'économiste Elinor Ostrom, qui a reçu le prix Nobel pour l'économie en 2009. Et du coup, il s'agit de, je cite, des ressources gérées par une communauté de taille moyenne, dont les membres disposent d'un faisceau de droits collectifs
en fonction d'un mode de gouvernance, le plus souvent coutumier, qui vise à garantir à travers le temps l'intégrité et la qualité de ces ressources. Donc, comme l'explique David Boyer, un commun, c'est donc une ressource, plus une communauté, plus un ensemble de règles sociales. Le rapprochement que je fais entre les consorteries, la section de communes du Couchant et la bourgeoisie est aussi motivé par des raisons historiques, parce que jusqu'en 1860, le Val d'Aoste et la Haute-Savoie et les Savoies faisaient partie d'un même espace politique et culturel qui était le royaume de Savoie-Piémont-Sardaigne. Donc le cadre foncier était fortement similaire au Val d'Aoste et dans les Savoies pour des raisons historiques. Une bonne partie des ressources traditionnellement exploitées en montagne avaient vocation à être exploitées de manière collective. C'est pour ça qu'on retrouve des systèmes similaires dans tout l'arc alpin et même à l'échelle mondiale dans la plupart des régions de montagne. Cette manière de posséder les biens se reflète notamment dans les pratiques linguistiques. Par exemple, dans la vallée de Cogne, l'on utilise le terme de veteia, le terme de veteia et de veteia pour désigner la montée et la descente des troupeaux en alpage pendant l'été. Et ces deux substantifs font référence à l'investi. L'investi, c'est l'investiture, donc les droits qui sont détenus par les ayants droit, par les consorts, et qui leur permettaient de estiver leurs vaches laitières et leurs génisses pendant l'été sur les alpages collectifs. Donc, si jusqu'à la moitié du siècle dernier, le fait d'appartenir à ces institutions et d'avoir des droits donnés accès à des ressources matérielles qui étaient essentielles pour l'économie des populations locales, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas. Parce que les changements socio-économiques qui sont survenus tout au long du XXe siècle ont amené les ayants droit à abandonner un système vivrier essentiellement agropastoral, un système de production agropastoral, et à ne plus user directement des ressources collectives. Il y a toujours des exceptions, c'est-à-dire que dans certains cas, les ayants droit continuent, par exemple, de couper du bois pour le chauffage ou plus rarement du bois d'œuvre. Mais de manière générale, c'est un fonctionnement basé sur le faire-valoir indirect qui domine aujourd'hui. C'est-à-dire que les alpages sont loués à des éleveurs extérieurs au réseau d'ayants droit. Et pour ce qui est de la forêt, c'est un peu différent parce que les ayants droit continuent de l'exploiter pour en tirer du bois de chauffage, mais de fait, l'exploitation des forêts est de plus en plus déléguée à des professionnels extérieurs, l'Office national des forêts, donc l'ONF pour ce qui est de la section de communes du Couchant, ou le triage forestier cantonal pour la bourgeoisie de Saint-Gingolph. Mais en revanche, les consorts comme les ayants droit de la section et les bourgeois continuent d'être les gestionnaires de ces territoires et de donner une orientation spécifique des terres qui leur appartiennent de manière collective. Donc, ma présentation va s'articuler autour de 3 points. On va d'abord poser quelques éléments de contexte du contexte historique pour mieux comprendre l'origine de ce système. Puis, nous nous focaliserons sur les critères qui donnent accès au statut d'ayant droit et à la gestion des biens collectifs. Pour ensuite, et c'est la partie qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, on va explorer la relation que ces collectifs entretiennent avec le territoire qu'ils se retrouvent à gérer. Donc, pour comprendre le fonctionnement actuel de ces institutions, il est nécessaire de saisir leur ancrage historique. L'historien médiéviste Fabrice Mouton, qui est spécialiste des Alpes et des communs, dit que la véritable genèse de ces communs alpins tels que nous les connaissons aujourd'hui a lieu au Moyen-Âge entre le XIIIe et le XVe siècle. C'est à ce moment que les sources écrites commencent à nous parler des communs, en latin communia. Et c'est à cette période que les communautés rurales, villageoises ou paroissiales qui peuplaient ces espaces de montagne se structurent et s'imposent en tant qu'interlocutrices des seigneurs, des princes, des autorités religieuses et des proto-États qui commençaient à se mettre en place. À cette période, du coup, ces communautés alpines commencent à se structurer parce qu'elles se voient aussi octroyer des franchises et des autonomies qui leur permettent de se structurer, de s'institutionnaliser, de devenir des personnes morales de droit. Et
il me semble quand même important de souligner qu'il ne faut pas envisager ces systèmes de propriété partagée comme des restes, comme des vestiges d'institutions antérieures, puisqu'elles ont beaucoup évolué au fil du temps en s'adaptant aux variations démographiques, économiques et sociales. Et c'est précisément cette évolution qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait que ces collectifs continuent aujourd'hui de s'occuper de la gestion d'un territoire qui ne leur apporte presque rien du point de vue matériel, même parce qu'ils sont loués, qui des forêts ne peuvent pas être répartis parmi les ayants droit parce que c'est prévu comme ça dans les statuts. Du coup, voilà, je me poser cette question. Voir que c'est l'analyse par laquelle avec leur territoire qui va nous permettre de répondre à cette question. La prise en compte du territoire et dans l'analyse du système fondamentale où ces institutions précisément dans le but de gérer un territoire. Le territoire est donc la condition même d'existence de ces collectifs. Et les territoires sont ici l'autre. Tout d'abord, qu'on intègre comment, ce sont des sortes de on devient consort ayant étant des droits dans le cadre de la donc ou en étant propriétaire du situe au tour généralement en contrebas des domaines collectifs. À Saint-Gingolph, c'est le droit du sang qui prime, c'est-à-dire que pour être bourgeois, il faut descendre d'un des 24 chefs de famille qui, au XVIe siècle, ont racheté collectivement au seigneur local la pleine possession des terres. C'est-à-dire des alpages et des forêts en l'occurrence. Et c'était des alpages et des forêts qui leur étaient alloués auparavant du coup par le seigneur. Pour être bourgeois, il faut donc porter un des 24 noms de famille originaux. J'ai mis une photo de la salle des armoiries, qui est une salle qui se trouve dans le château de Saint-Gingolph, où on peut voir les armoiries, enfin les blasons des familles bourgeoises. Pour ce qui est de la transmission du statut de bourgeois, le fils d'un bourgeois est bourgeois d'office, la fille d'un bourgeois est bourgeoise jusqu'à son mariage, mais si elle se marie avec un non-bourgeois, qu'on appelle localement un caraco, elle perd les droits de bourgeoisie. Voilà. Elle peut garder son statut seulement, enfin une fille de bourgeois peut garder son statut seulement si elle se marie avec un bourgeois, mais de fait, les femmes ne participent que marginalement à la gestion de la bourgeoisie, qui est plutôt une affaire masculine. En ce qui concerne la section du couchant, c'est un peu différent parce que, a priori, tous les habitants d'une certaine portion du village de Settenay, de la commune de Settenay, deviennent d'office membres de la section. Ça, c'est dû au fait que la section de commune est une entité juridique qui a été reconnue par l'État français, qui en a donc fixé les principes juridiques sans forcément tenir compte des représentations des habitants locaux. Effectivement, même si officiellement on peut devenir ayant droit juste en achetant une maison dans le village et en y résidant de manière stable et fixe, de fait, ce sont les habitants dont les ancêtres étaient sur place depuis plusieurs générations qui sont considérés comme les ayants droit légitimes. Pour ce qui est des consorteries du Val d'Aoste, nous avons deux cas de figure. L'on hérite du statut de consort à l'intérieur de son propre groupe de parenté, voilà, soit de cette manière, soit en possédant une maison dans le village. En fonction des consorteries, c'est donc le droit du sang ou le droit du sol qui prime. Mais ici aussi, de fait, il ne suffit pas d'acheter et de résider dans une maison à titre permanent pour être consort à plein titre. Mais il faut être descendant d'une famille implantée localement depuis plusieurs générations. Ces règles de transmission des droits et du statut de consort d'ayant droit ou de bourgeois sont définies explicitement par des règlements intérieurs et implicitement par des règles tacites qui définissent précisément les contours du collectif et qui traduisent donc une certaine manière de voir les choses. Mais pour être un bon consort, un bon ayant droit ou un bon bourgeois, interlocuteur, donc pour être légitime aux yeux du collectif, il ne suffit pas d'avoir hérité des droits, parce que l'on retrouve l'idée selon laquelle pour
activement. Il faut aussi résister situé en contrebas des pâturages et des forêts collectives, parce qu'il y a l'idée selon laquelle le fait d'habiter au village permet de cultiver une connaissance de l'environnement matériel et social, donc de cultiver une certaine sociabilité villageoise, donc entre voisins, qui sont des prérequis fondamentaux pour mettre en place et participer à une bonne gestion du territoire collectif. Donc, les liens de parenté et le partage d'un même espace de vie semblent constituer la charpente de ces institutions. Faire partie de la communauté revient à souscrire un contrat qui est fait de droits et de devoirs. Les droits permettent notamment de prélever du bois de chauffage et parfois du bois d'œuvre, d'exploiter les alpages, de fabriquer du pain dans les fours collectifs ou encore de participer aux réunions et aux assemblées générales au sein desquelles les décisions sont prises. Alors que les devoirs consistent justement à participer à ces réunions, à ces assemblées, aux corvées, c'est-à-dire aux travaux d'entretien du territoire. Ce sont des travaux de dessartage et de défrichage de manière générale. Donc, la connaissance du territoire est une condition fondamentale pour participer activement à la gestion de ces institutions, de ces systèmes de propriété partagée, et c'est une connaissance qui se travaille sur le temps long. Aussi bien pour les consorts que pour les ayants droit de la section que pour les bourgeois, la connaissance et la maîtrise du territoire passent par une fine connaissance de la microtoponymie locale. Chaque parcelle de forêt, chaque pré a un nom, et la connaissance de ces toponymes est souvent exhibée avec fierté. Les noms des lieux sont donc très présents dans les discours des consorts, des ayants droit et des bourgeois, que ce soit pour me raconter d'événements qui ont eu lieu à tel ou tel endroit ou pour me parler des portions de forêt qu'il faudra couper pendant l'automne ou encore des portions sur lesquelles il faudra réaliser des corvées au printemps. Les coupes de bois et les corvées sont des occasions importantes pour les nouvelles générations d'ayants droit, mais aussi du coup à cette connaissance du territoire. Les jeunes y apprennent par exemple à reconnaître les arbres à couper, de sorte à permettre à la forêt de se renouveler. Ils apprennent à défricher et nettoyer les pâturages pour que les vaches et les chèvres qui viendront y séjourner l'été puissent le faire convenablement. Et ils apprennent à réparer les sentiers détruits l'hiver par les avalanches, etc. Voilà, ce sont des exemples de corvées, de travaux que l'on réalise. Selon mes interlocuteurs, le fait de travailler sur place, in situ, permet de perfectionner la connaissance du territoire, connaissance qui se traduit notamment par la capacité à nommer les lieux et aussi par la capacité à lire le paysage pour comprendre quand et comment intervenir. De génération en génération, on apprend donc à déployer un régime d'attention qui permet de comprendre quelles portions de forêt doivent être coupées, comment prévenir les dégâts qui pourraient être causés par des événements atmosphériques, comprendre quels travaux réaliser à l'alpage, etc. Être ayant droit à plein titre signifie alors développer des connaissances théoriques et des compétences techniques qui permettent d'interagir avec un certain milieu social d'une part et avec le milieu physique d'autre part. La maîtrise de cette connaissance est hautement valorisée car elle révèle une certaine posture vis-à-vis du territoire qui n'est pas juste, il me semble, perçu comme un objet, comme un substrat matériel, mais comme un endroit qui raconte la vie présente et passée, des pratiques communautaires de gestion et d'exploitation de la communauté des ayants droit. Transversal aux trois systèmes qu'aujourd'hui, les ayants droit se sentent investis de la responsabilité, selon leurs mots, de prendre soin du territoire et du paysage que le territoire offre à voir. Je cite un jeune d'une quarantaine d'années qui me dit « Vous voyez, ça c'est notre cinéma quotidien. On se doit d'en prendre soin. Les sites naturels que les gens d'ici traversent dans leur vie appartiennent à la bourgeoisie. Ce sont les paysages de leur lieu natal. Il faut s'en occuper. » Ou encore Jean-Louis, qui est un ayant droit de la section, qui me dit « Les jeunes se doivent de défendre tout ça. Il faut qu'on leur transmette notre amour pour ce patrimoine et à un moment dans leur vie, ils en prendront conscience. Ils se diront « Mon père l'a fait, mes oncles aussi, et avant eux, mon grand-père. » Donc voilà, ça se fait comme ça. On a le devoir de continuer le travail de nos anciens, le travail que nos anciens ont fait pour nous laisser ce territoire et de transmettre tout ça aux nouvelles générations.
Des discours très similaires, on les retrouve aussi au Val d'Aoste. Par exemple, Daniel et un consort qui me dit on ne peut pas abandonner tout ce patrimoine. Nos ancêtres ont fait tout ça ensemble, ils ont bien galéré et maintenant c'est à nous de nous en occuper. Puis ce sera le tour de nos enfants s'ils le veulent bien. Donc dans le discours de mes interlocuteurs, la référence aux anciens et leurs pratiques est très présente. Ils disent tous avoir hérité d'un patrimoine qu'ils se doivent donc d'entretenir et de conserver. Il semblerait alors que prendre soin du territoire et du paysage signifie faire en sorte que l'action humaine s'y imprime durablement. Donc, l'une des priorités des personnes rencontrées est le fait de continuer à faire en sorte que les alpages soient exploités, que la forêt soit jardinée et entretenue, pour reprendre leurs mots, mais ça ne doit pas se faire n'importe comment, mais en adoptant des modalités de gestion qui se conforment aux pratiques de gestion du territoire de leurs ancêtres. La responsabilité que les ayants droit ressentent vis-à-vis du territoire semble être directement liée à la responsabilité qu'ils ressentent vis-à-vis de leurs ancêtres. Et pour le coup, ceux qui restent vivre dans le hameau et qui participent à la gestion du territoire collectif sont en quelque sorte supposés honorer la mémoire des anciens en continuant de s'impliquer dans la gestion du territoire. Il semblerait donc que le territoire soit appréhendé comme un lieu où coexistent l'espace et le temps, puisque c'est le lieu où se sédimentent les activités de toute une communauté depuis des générations. Et les ayants droit se font en quelque sorte archéologues de ces espaces en apprenant à lire l'histoire qui se déclare dans le paysage et en transmettant cette capacité de les descendants. C'est une relation qui suppose une interaction constante du coup avec un territoire qui devient un paysage en montrant les traces de l'action humaine, où les techniques des hommes doivent être clairement visibles. Donc, tenir au territoire et s'y attacher revient alors à faire en sorte que les activités humaines s'y déploient durablement et visiblement. Un beau paysage, c'est un paysage où on peut voir clairement les coupes forestières qui ont été faites et non pas une forêt en libre évolution qui serait plutôt synonyme d'abandon, qui serait associé à une forme d'abandon du territoire en tout cas. Un beau paysage est aussi un paysage que l'on qualifie d'ouvert, c'est-à-dire un paysage où les pâturages sont entretenus et investis régulièrement par les animaux, où on voit les chalets d'alpage bien rénovés. Bref, c'est un paysage qui porte clairement les traces des activités humaines. Il y a aussi l'idée qu'en regardant le paysage, on peut mesurer le degré d'investissement du collectif à son égard, comme si le paysage était de la mauvaise conduite du... Plus le territoire est bien entretenu et plus le paysage est jugé comme étant beau, selon le point de vue des ayants droit. Plus du coup, ils considèrent que le collectif d'ayants droit est soudé et performant. Il y a une sorte d'identification entre la physionomie du paysage et la conduite du collectif gestionnaire. Du coup. Le système de représentation à l'aune duquel les consorts et les bourgeois établissent ce qu'est un beau paysage ou un territoire bien entretenu active en permanence ce que le philosophe Bruno Latour appelle des médiations. Lorsque les alpages se font rattraper par les friches, les consorts les ils vont donc faire en sorte que les pâturages soient exploités convenablement et en complément, ils entretiennent les pelouses d'été en faisant régulièrement des travaux de corvée. De la même manière, une tempête qui couche les arbres de la forêt appelle l'action humaine. Il faudra alors nettoyer la forêt, défricher ou encore faire des coupes. S'il y a trop d'arbres, on considère que la forêt étouffe, selon leurs mots. Il faut alors intensifier les coupes à fougères et replanter des nouveaux arbres afin que la forêt puisse donc se régénérer. Ou encore, si la forêt se fait envahir par des maladies comme le chancre, le boustriche, pour ce qui est des forêts de conifères, les ayants droit se réunissent pour trouver une solution qui permette de contenir et de réduire donc les risques qui compromettraient l'exploitation sylvicole, l'exploitation de la forêt. Les non-humains, donc tout élément qui ne découle pas directement d'une intentionnalité humaine, qu'il s'agisse de la neige, du vent, des arbres, des animaux, voire même des parasites, sont des éléments avec lesquels ces collectifs doivent se coordonner en permanence pour mener à bien leur gestion du territoire.
Il semble qu'une autour desquelles se construisent les solidarités du collectif repose notamment sur l'intervention de ces non-humains dans le social. Tous ces éléments amènent les collectifs à s'organiser, à produire un calendrier de tâches, à mutualiser des compétences techniques pour faire en sorte que les ressources, mais aussi les connaissances théoriques et les techniques de diagnostic et d'entretien du territoire puissent être transmises aux générations futures. Parce que l'objectif n'est pas d'abuser de manière immodérée de terres et de ressources qui seraient inépuisables, mais il s'agit de les exploiter raisonnablement, raisonnablement un territoire qui devra par la suite faire l'objet d'une transmission aux nouvelles générations d'habitants. Donc les interactions sociales, c'est-à-dire les interactions qui ont lieu entre les ayants droit, ne peuvent pas être comprises en dehors des relations, de mon point de vue, en dehors des relations que ces collectifs entretiennent avec les non-humains avec qui ils cohabitent et qui peuplent ces espaces. Pour cette raison, il serait intéressant d'envisager l'hypothèse d'inclure pleinement toutes ces entités qui peuplent le territoire dans l'analyse sociologique de ces collectifs, qui doivent être pensés comme des écosystèmes relationnels. Donc, pour résumer, le territoire devient un support de la mémoire, puisqu'il permet de réactualiser la mémoire des générations présentes et de leurs activités économiques. Donc de leur travail. Il s'agit alors d'adopter une posture qui revient à considérer l'environnement comme quelque chose dans lequel il faut s'engager du fait qu'on en a hérité. S'engager dans la gestion du territoire signifie donc faire en sorte que les ressources qui s'y trouvent soient préservées, mais signifie aussi faire en sorte que le paysage reste un paysage culturel et qu'il continue donc d'être façonné par les hommes. Cette attitude vis-à-vis du territoire s'inscrit dans un projet plus ample qui prend en considération, tout comme il prend en considération les générations futures d'ayants droit qui devront s'en occuper à leur tour. Cette représentation du territoire se construit alors autour de 3 temporalités qui sont indissociables, qui sont donc le passé, le présent et le futur. Et il s'agit de se rendre compte de quoi on a hérité et de se rendre compte de comment on gère ce patrimoine dans le présent, dans le but de le transmettre aux générations futures, aux prochains habitants. À ce propos, la juriste Sarah Van Huxem, qui a travaillé sur des systèmes de propriété collective en Europe, dans le Massif central plutôt, et dans le Maghreb, dit que l'appropriation collective de certains espaces par des groupes ou d'individus nous invite à penser la propriété autrement, c'est-à-dire comme la faculté d'habiter des lieux plutôt que de les posséder. Dans la continuité de ce que Sarah Van Huxem écrit, il me semble que pour les ayants droit, donc pour les consorts, les ayants droit de la section et les bourgeois avec qui j'ai travaillé, il ne s'agit pas tant d'exercer un pouvoir exclusif sur un objet, sur un territoire, en l'occurrence qui serait extérieur au social, mais il s'agit plutôt d'entretenir un rapport d'habitation entre des personnes habitantes d'une part et des milieux de vie habités d'autre part. Voilà, je vous remercie. Merci Alice pour cet autre aperçu, encore d'une autre facette de ce que c'est que la relation au territoire. Et est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un a une question à poser? Je suis désolée, mais je n'entends rien du tout. D'accord. Non, je me vais là. Je répète, je te remercie pour nous avoir présenté encore une autre facette de la relation au territoire par rapport à ce qui a été vu ce matin. Donc, c'est encore un enrichissement ultérieur de ce que c'est la relation au territoire. Merci. S'il n'y a pas de questions, on te remercie et on passe à la suite. Donc, voilà, merci beaucoup.
Nous passons maintenant à la dernière communication de la matinée. Federica Cousin et Alberto Guilla de l'Université de Turin nous proposent encore une autre façon de parler de l'espace entre le Piémont et la Valle d'Aosta à travers la notion de coordonnées égocentriques e geografiche. Coordinate egocentriche o coordinate geografiche, parlare dello spazio tra Piemonte e Val d'Aosta. Federica Cousin n'ayant pas pu nous rejoindre, c'est Alberto Guilla qui va se charger de la présentation. Allora, generalmente pronto? Più lontano? Non è attivato per la sala. Ah, ok, solo per... Quindi voi mi... Vabbè. Allora, generalmente, quando si parla di linguaggio spaziale, si fa riferimento ad assi deittici che si basano su due sistemi di coordinate diversi. Il primo impiega coordinate egocentriche, con assi che dipendono dal nostro corpo, un asse destra-sinistra e un asse avanti-dietro, perpendicolare al primo, e che ruotano insieme al nostro campo visivo. Il secondo, invece, impiega indicazioni geografiche fisse, basate sui 4 punti cardinali. Nella nostra pratica linguistica ricordiamo quotidianamente entrambi, scegliendo di volta in volta il sistema di riferimenti che riteniamo più adatto al contesto. Sappiamo che quanto ci appare una scelta naturale, in realtà è una costruzione esperienziale e culturale, a cui lingue e culture diverse possono rispondere con scelte diverse. Sistema egocentrico e sistema geografico non esauriscono i possibili modi di parlare dello spazio e di fornire indicazioni spaziali. In questa prospettiva, la toponimia rappresenta un campo di studio interessante, nel quale osservare come le nozioni spaziali fondamentali partecipano sia ai processi di nominazione dei luoghi, impiegando coordinate egocentriche geografiche, sia all'organizzazione gerarchica dei luoghi nominati, prima fra tutte la posizione reciproca delle località. Inoltre, la concorrenza di nomi e di avverbi di posizione è alla base di denominazioni toponimiche, assai diffuse nei repertori analizzati, che ci permettono di osservare un diverso funzionamento della deissi, non orientata, come accade di solito sul parlante, perché in toponimia l'individuo sfuma nella comunità. Di conseguenza, l'origo che organizza il campo deittico non coincide con la posizione del parlante, bensì con un numero definito di punti condivisi su una sorta di mappa mentale del territorio, che orientano lo sguardo e validano nel tempo il riferimento deittico. Quando dunque parliamo di coordinate egocentriche in relazione alla formazione dei nomi di luogo, richiamiamo di fatto un ego e un origo comunitari. Gli esempi che vi proporremo riguardano l'area franco-provenzale e provengono dalle raccolte dell'Atlante toponomastico del Piemonte montano e dall'enquête toponymique en Valle d'Aoste. E cogliamo l'occasione per ringraziare il Bureau Régional pour l'Ethnologie et la Linguistique, nella persona di Susanna Bellei, per la disponibilità dimostrata e il supporto che ci ha offerto nella nostra ricerca. Seguendo le suggestioni del temario di questo convegno, abbiamo ripreso la lettura di Levinson, in particolare Space in Language and Cognition, dove si definisce e si dettaglia il concetto di frame of reference, cruciale nello studio della cognizione spaziale e che non abbiamo necessità di riprendere qui. Seguendo le suggestioni del tema, Levinson qui inoltre parla dei toponimi come di una delle possibili soluzioni che consentono di stabilire la localizzazione dell'oggetto, o figure, F, senza impiegare frame of reference o un sistema di coordinate nel quale è specificato il punto di osservazione. Per cui F, cito, F is located at a named place G. The tournament is at Wimbledon, simply locates the feature at the ground location. L'affermazione, così come lo schema generale che vedete in slide, sono ampiamente condivisibili, se non che, guardando il processo di cristallizzazione dei nomi, anche i toponimi di cui tratteremo possono essere in realtà considerati e analizzati alla stregua di formule che cristallizzano un frame of reference.
nelle quali la trasparenza semantica delle componenti permette di accedere ai sistemi di coordinate che sono stati ingaggiati per la loro formulazione. Se noi riprendiamo l'esempio di Levinson e lo riformuliamo con il convegno si svolge a Fossa Dessus, stiamo certo fornendo una locazione dell'oggetto convegno coincidente con il toponimo, ma il toponimo condensa e cristallizza una relazione spaziale che ha presupposto un qualche tipo di sistema di coordinate. Più in generale, considerata la struttura del frame ripartita in figure, relation and ground, riproponendo l'immagine Giovanni è a sinistra della casa, possiamo distinguere i nomi di luogo che abbiamo condensato in due tipi. I nomi di luogo che esprimono il frame completo, l'esempio è stato tratto dall'inchiesta di Ceres nelle valli di Lanzoli, Champ-Dred-Lac, i campi dietro la casa, oppure toponimi che presentano un frame parziale e condensano quindi o solamente relation e ground, caso preso dal repertorio di Saint-Nicolas de Rimaison, oppure solamente figure e relation, lo stesso Fossa Dessus dove ci troviamo. Alla toponimia come strategia di localizzazione nello spazio Levinson dedica ancora una riflessione nelle pagine seguenti che ci pare utile riprendere e commentare alla luce di quanto negli anni abbiamo osservato occupandoci di repertori toponimici popolari. Non leggo, riassumo semplicemente, Levinson si sta chiedendo come mai le già dense reti toponimiche orali non possano essere state ancora più dense. Le risposte che si dà sono da un lato che la prolificazione lessicale avrebbe creato dei problemi per quanto riguarda la memorizzazione e imparare tutti i nomi di luoghi. L'altro limite che propone è il fatto che i nomi di luoghi non dicano come trovare il luogo, ma semplicemente si ancorano a una mappa mentale di collocamenti nello spazio. La densità di nomi che contraddistingue le reti toponimiche è una caratteristica sulla quale ormai molto si è scritto. È bene ricordare tuttavia che tale densità non è uniforme. Nella considerazione degli spazi da nominare vi sono degli oggetti geografici che più di altri sono suscettibili di ricevere un nome e alcuni di questi sono avvertiti come veri e propri focus rispetto ai quali si assiste a un'organizzazione gerarchica dei luoghi puntualmente marcata dai loro nomi. Per questi si individua facilmente un criterio generativo che risponde a norme sia di economia linguistica, per limitare appunto la lexical prolification di cui parla Levinson, sia di gradazione informativa. Nella pratica, per mantenere efficiente il sistema, evitando sovraccarichi di memoria, si ricicla il materiale lessicale e semantico già impiegato, ma lo si fa in una formulazione efficace per veicolare nuove informazioni, prima fra tutte la posizione delle località nominate nel contesto territoriale. Questa tendenza, per esempio, è alla base della formazione dei campi toponimici, ovvero strutture costituite da un toponimo principale o primario, nella slide li vedete indicati in rosso, dal quale dipendono uno o più toponimi secondari indicati in verde, secondo una logica di aggregazione che agisce per differenziazione o per polarizzazione, marcando la contiguità, la prossimità, la vicinanza delle località nominate. Nella slide per l'appunto ci sono degli esempi di campi toponimici ripresi dal territorio di Mezzenile. Vediamo dei campi per differenziazione. Il primo, in cui lo specificatore indica per l'appunto i rapporti di posizione tra la località Petroc. Per polarizzazione, in compenso, il toponimo primario compare come specificatore e riconosce delle singole aree puntuali all'interno della località denominata col toponimo primario. Nel campo misto convivono sia forme per differenziazione che forme miste. E a questi si aggiunge un altro tipo che sono i diminutivi di prossimità. In questo caso il suffisso diminutivo veicola un'informazione riguardo a una generica relazione di vicinanza tra i due siti nominati, ma può anche esprimere relazioni più precise. La collega Cusanna, ad esempio, studiando i repertori occitani, il repertorio occitano di Massello, aveva notato che il suffisso diminutivo spesso indicava una località a valle rispetto alla località che aveva il toponimo semplice come nome proprio.
Riprendendo Levinson, possiamo osservare che la limitazione nell'impiego esclusivo della toponimia come sistema di localizzazione nello spazio non è tanto strutturale, quanto piuttosto legata all'uso. Quest'ultimo necessariamente circoscritto all'interno di una comunità di parlanti più o meno ristretta e subordinato alle diverse competenze che in materia di riconoscimento dei nomi e dei luoghi ciascuno dei membri della comunità dimostra. E adesso passiamo agli assi, e in particolare all'asse orizzontale. La localizzazione sul piano orizzontale è definita da un insieme di denominazioni introdotte da verbi di luogo di posizione e da locuzioni avverbiali del tipo di qua, di là, spesso in formazione binaria, davanti, dietro, in misura del tutto residuale dentro, fuori, brevissima parentesi, li ho trovati solo in area svizzera, questo tipo di toponimi, e in un caso molto dubbio un riferimento all'asse destra-sinistra. Sono formulazioni toponimiche che, volendo riprendere il concetto di frame, rimandano a un frame relativo, determinato da coordinate egocentriche o a un frame intrinseco in cui le coordinate sono determinate dalle caratteristiche inerenti dell'oggetto di riferimento. Ne proponiamo alcuni esempi. Questo Kurdolet Lai e Kurdolet Sai è un toponimo di Condove, siamo in Val di Susa. In questo caso la ripartizione della borgata avviene per la presenza di una fontana che ripartisce le due località dove c'è il puntatore blu, ed è interessante notare che già in carte antiche la località sembra risultare separata, ripartita in due parti, questa volta con un suffisso diminutivo sulla cui valore sarebbe interessante approfondire. Passiamo poi a un altro esempio. Per il tempo ne salto alcuni perché purtroppo siamo un po' di fretta. Andiamo a Gravere, sempre in Valle di Susa. In questo caso abbiamo un campo toponimico complesso. Troviamo prima Pravilien sotto e Pravilien Zure, Pravilien di sotto e Pravilien di sopra. Siamo sull'asse verticale sul quale poi torneremo, ma molto interessante il caso di Pravilien Dlai Lai, cioè Prato Vilien di là, con interazione della locuzione avverbiale che amplifica il suo valore, rafforzando la nozione di lontananza. Non a caso la zona indicata dal toponimo sconfina nel vicino territorio del comune di Chiomonte e vedete il confine puntinato. Ancora sull'asse frontale con il rapporto davanti e dietro fa riferimento un gruppo piuttosto nutrito di toponimi, e cambiamo slide, che cristallizzano un frame of reference strettamente connesso a un orientamento inerente, per cui abbiamo un fronte e un retro rispetto a un artefatto, a un oggetto geografico e così via. Siamo a Coazze, altra valle franco-provenzale, la Val Sangone, abbiamo il campo costituito dalla Cara del Gate, il costone dei buchi, e dai altri due toponimi, El Gate Dven, cioè il costone dei buchi davanti, e El Gate Drei, il costone dei buchi dietro. L'esempio è interessante perché i riferimenti deittici contenuti nei due toponimi mantengono la loro validità rispetto all'oggetto indicalizzato OF, la Cara del Gate, anche per gli abitanti della borgata Marone, che vedete circondata a sinistra, rispetto ai quali, ecco, il Gate e Drei sono in realtà le gate che hanno davanti alla borgata. Il davanti, in questo caso, è rafforzato dal fatto che è il versante illuminato dal sole, vale a dire quindi a oriente. All'opposto, il dietro è la zona in ombra, cioè esposta a ovest. E passiamo rapidamente in rassegna le coordinate di tipo geocentrico sul piano orizzontale. Esse riguardano per lo più quelle strutture che Levinson definisce assolute e che si basano su, cito, arbitrary fixed bearings, come ad esempio le coordinate polari nord, sud, est, ovest. La toponimia popolare di area franco-provenzale, ma credo quella di tutta l'area italo-romanza e franco-romanza, non presenta casi del genere, ma a frame di tipo assoluto possono forse essere accostate le denominazioni che si rifanno al moto apparente del Sole. E queste le possiamo ripartire in due gruppi. Il primo gruppo è costituito dalle denominazioni che cristallizzano la relazione tra lo spazio denominato e la sua esposizione al Sole. I concetti di esposto a nord,
quindi Lubac, e esposto a sud la Dret, generalmente in area franco-provenzale sono espressi da continuatori del latino inversum e rispettivamente di rectum, sui quali però per questioni di tempo non possiamo soffermarci, ma ne abbiamo riportati alcuni esempi. Un secondo gruppo più numeroso, che adesso cerco di farvi vedere meglio, riguarda invece i nomi delle vette alpine impiegate come quadranti solari, ovvero che si rifanno all'ora alla quale il Sole si trova perpendicolarmente su di esse. Si rifanno a due diverse mediane, una più antica che si esprime attraverso numerali ordinali e una più recente che si esprime attraverso numerali cardinali. In tabella rivedete i nomi di luogo che abbiamo recuperati dal repertorio ATPM, delle TPV e da Swisstopo. Come si può vedere, i tipi nona per indicare mezzogiorno, oppure i due tipi che convivono nel modello recente, cioè i derivati di medium diurnum o di medium diem, sono le tipologie più diffuse. Ovviamente questo è interessante perché comunque il mezzogiorno andava a spaccare in due l'organizzazione della giornata e quindi anche sul piano dell'organizzazione del lavoro aveva una certa importanza. Veniamo a un esempio un po' particolare, e cioè a quella bella parete rocciosa che sulla CTR della regione Val d'Aosta viene nominata le Creton du Midi e che nell'enquête toponimica in Valle d'Aoste viene invece nominata Fasseballa. Aspetto interessante perché, e lo vediamo solo scendendo, per l'abitato di Saint-Rémy-en-Beauce, che viene indicato dalla stringa toponimica dalla sezione della mappa che abbiamo fotografato, non si trova assolutamente a sud. E quindi possiamo essere abbastanza sicuri che la denominazione Le Creton du Midi non è inerente al repertorio di Saint-Rémy-en-Beauce, e infatti lo vediamo, l'hanno nominato Fasseballa. Perché Creton du Midi? E questa è una cosa un po' particolare, ma in realtà ce ne stiamo rendendo conto adesso. Il nome probabilmente è stato dato dal comune che c'è a sud della vetta, credo che sia la Salle, se non mi sbaglio. Tuttavia questa vetta non è a sud della Salle, bensì a nord. Ma se noi facciamo mente locale a dove ci stiamo trovando in questo momento, vedremo che il Sole, visto che è mezzogiorno e mezza, è a perpendicolare sulle vette a sud, è a perpendicolare a mezzogiorno, ma sono le vette a sud. Il lato illuminato è il nostro, e lo vediamo, e lo vedo io da casa, no, voi che state ascoltando, alcuni hanno la faccia illuminata dal Sole, e quindi in questo caso qua Midi credo che intenda esposto a sud, cioè la fascia nord. E con questo passiamo invece alla dimensione verticale. La dimensione verticale è comune a pressoché tutti i modelli. Tenendo conto della morfologia dell'area indagata, anche non stupisce che le relazioni spaziali lungo questo asse siano molto frequenti in toponimia. Rifacendoci alla classificazione che abbiamo proposto all'inizio della nostra esplorazione dei dati, possiamo notare che tutte le tipologie sono rappresentate, ovvero troviamo sia, seppur limitato, un gruppo di toponimi che cristallizza i tre elementi del frame of reference, e l'esempio che ho riportato dal repertorio di Saint-Rémy-en-Beauce è l'Arp da Mula Rotta, l'alpeggio a monte della strada. Va notato che, ecco, che sono pochi e decisamente più numerosi sono i toponimi che invece cristallizzano solo due tra i tre elementi del frame. C'è il tipo Relation e Ground, del tipo Deseux-le-Berrio de Bagne, a valle della pietra de Bagne, che era opaca nel repertorio, oppure quelli che cristallizzano l'elemento figure e l'elemento relation. Esempio, les arcs des eaux, les alpages dessus. Dal punto di vista strutturale va segnalata l'assoluta preponderanza di questo secondo tipo di struttura, figure e relation. Generalmente i toponimi che richiamano tale struttura tendono a strutturarsi in campi toponimici per differenziazione, generalmente costituiti da due membri. La posizione della località lungo l'asse verticale viene espressa dagli specificatori e l'opposizione binaria alto-basso può essere esplicita oppure implicita.
un caso di esplicitazione di entrambi i rapporti spaziali e Pontamé d'Amu, Pontamé des Eaux, e un caso invece in cui uno dei due rapporti non viene espresso è le Quta d'Amu. Compaiono anche strutture a 3 elementi, che se alzo un po' forse vedete, a questo alto e basso ovviamente si aggiunge medio, ad esempio le rue de Damont, le rue de Métain e le rue de Degeaux, il canale a monte, il canale mediano e il canale a valle, raccolto questa volta alla Tuile. Si vedono tutti? Sì. L'espressione dei concetti di alto e basso si manifesta, almeno sul versante pedemontano delle parlate franco-provenzali, in un molto diversificato sistema di coppie antinomiche, costituite da aggettivi come appunto alto e basso, locuzioni avverbiali, di sopra, di sotto, di su o di giù, o nominali a monte, a valle, di cima e di fondo. E a tal proposito vi invito a guardare la tabella. Ho tenuto in tondo i toponimi relativi alla parte piemontese e in corsivo quelli relativi all'area valdostana. L'area valdostana sembra trovarsi in più o meno tutte le varie tipologie che ci sono anche in Piemonte, ma nei repertori che abbiamo considerato per intero io e la mia collega, in realtà gli esempi che vi ho riportato al di fuori del tipo a monte di giù, che mette assieme 2 parti diverse, sono tutti quelli che abbiamo trovati. Un solo caso di alto-basso, un solo caso di sopra e sotto, 2 soli casi di su e di giù. Questo probabilmente è dettato dal fatto che non abbiamo proprio potuto guardare tutti i repertori anche per questione di tempo e che probabilmente un'indagine più approfondita può portare a ritrovare gli stessi tipi che abbiamo trovato sull'arco piemontese. Anche se credo che a questa proliferazione sulla parte piemontese possa essere legata a un influsso delle parlate piemontesi sulle parlate franco-provenzali del Piemonte, e se andiamo a vedere anche il tipo alto-basso e sopra-sotto sono stati raccolti a Pont-Saint-Martin, quindi nelle parlate della bassissima valle. E un altro esempio con una foto da discutere assieme, di nuovo un rapporto tra carta tecnica regionale e enquête toponimique in Valle d'Aoste, sempre a Saint-Rémy-en-Beauce, cioè, scusate per chi viene da casa, verso di là. Allora, la carta tecnica regionale ci mostra un perfetto campo toponimico costituito da 3 elementi, Citren de Sceaux, Citren de Métain e Citren d'Amont. In realtà all'interno dell'inchiesta toponimica in Valle d'Aoste, quindi i toponimi popolari raccolti, vediamo che c'è una ripartizione di tipo differente, che si basa anche sulla natura del referente. In particolare le 2 parti più basse hanno lo stesso nome, le premier tramway de Citren e le second tramway de Citren, e si basano su tramway che credo etimologicamente possa essere connesso a un trasmutanda, quindi simile alle muande invece dell'Aroccitana nostra. Citren d'Amont, in compenso, è un altro tipo di località legata alle attività pastorali, è una ZA, è molto più alta, non la si vede in carta perché resta leggermente nascosta e quindi prende un altro nome. Interessante che in questo caso la deissi si esprime attraverso dei numeri e è un tipo di campo che riguarda un frame assolutamente egocentrico, dove vengono utilizzati dei numerali ordinali. Il primo indica le tramway più a valle e il secondo quello più a monte, ovviamente dal basso verso l'alto, un po' come gli insediamenti dal basso verso l'alto. E fine, forse vi ho intrattenuto anche fin troppo. Arriviamo, direi, direttamente alle conclusioni. Pur nell'incompletezza delle osservazioni condotte e consapevoli della natura prevalentemente qualitativa delle stesse, appare evidente come i repertori toponimici di tipo popolare siano codici di orientamento, il cui funzionamento, lo ribadiamo, è legato al contesto della comunità o di parte di essa, nei quali le denominazioni che cristallizzano esplicitamente rapporti spaziali ne costituiscono una percentuale assolutamente rilevante. Abbiamo osservato come queste si distribuiscono sull'asse orizzontale e verticale, quest'ultimo prevedibilmente meglio rappresentata, secondo coordinate georeferite e secondo coordinate egocentriche, il cui impegno definisce un sistema origofissa, nel quale più che il punto di vista di un singolo parlante si predilige quello dell'intera comunità,
custode di una mappa mentale dei luoghi che è a tutti gli effetti il risultato di un processo di embodiment, un legame tra spazio vissuto, spazio concettualizzato e spazio ricreato linguisticamente. Più repertori raccogliamo e salvaguardiamo, meglio riusciremo a saperne di questo tipo di rapporti. Grazie per l'attenzione. Très intéressant, cette fois, le rapport, le rôle joué par l'observateur, le locuteur, l'habitant, celui qui nomme ou celui qui répète le nom que quelqu'un d'autre a nommé. Et est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, alors, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on peut en rester là pour le moment. Merci beaucoup, Alberto Ghia. Merci à vous tous de votre attention. Merci aussi à ceux qui nous suivent à distance. Et là, nous interrompons donc pour un petit moment de ravitaillement et on va reprendre à 14h15.